que vous soyez ici physiquement à nos côtés. Pardon? Le micro est allumé. Bien, bonsoir à toutes et tous, que vous soyez présents physiquement à nos côtés ou virtuellement. Vous êtes la bienvenue ici au Conseil départemental de la Haute-Garonne. Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour ces quelques minutes de retard, mais vous allez le découvrir. Nous avons un plateau qui est ce soir complet, riche, et donc il nous fallait régler quelques questions techniques. Et nous vous demandons donc de bien vouloir nous excuser pour ce léger retard. Je vous souhaite donc la bienvenue pour cette quatrième soirée des troisièmes rencontres pour l'égalité du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Une semaine de débats et de conférences qui s'inscrit dans un programme d'action qui s'appelle les Chemins de la République et qui a pour objectif de promouvoir les valeurs de la République et de la laïcité en fournissant une plateforme d'action innovante destinée à l'apprentissage, l'appropriation et la promotion de ces valeurs auprès du plus grand nombre. Un programme d'action dont vous pourrez retrouver l'ensemble des informations sur le site internet du Conseil départemental de l'Haute-Garonne. Mais je ne m'étendrai pas trop sur cette question ce soir, puisque c'est une soirée qui est une soirée particulière. Il s'agit d'une soirée qui est consacrée à la thématique de l'égalité entre les femmes et les hommes, avec un regard particulier sur la question de la jeunesse. Et le Conseil départemental de la Haute-Garonne a un engagement particulier dans ce domaine, un engagement qui est habituellement porté par mes collègues Christine Stébenet et Marie-Claude Farcy, qui ne sont pas à nos côtés ce soir. Un engagement qui est particulier parce que chaque jour qui passe où une femme connaît une discrimination est un jour de trop, et les réalités du quotidien, les chiffres, nous interpellent. En Haute-Garonne, les femmes représentent 51% de la population. Pourtant, si les Haut-Garonnaises sont plus diplômées de l'enseignement supérieur, des inégalités perdurent. 96% des personnes ayant subi un viol ou une tentative de viol sont des femmes. 92% des allocataires du RSA isolés avec enfants sont des femmes. Les femmes signent 3 fois plus de contrats à temps partiel que les hommes et perçoivent en moyenne 15% de salaire en moins. Et enfin, elles consacrent bien évidemment, malheureusement, encore tous les jours, plus de temps aux tâches domestiques que les hommes. C'est quelques chiffres et on pourrait en prendre des centaines qui prouvent que le combat doit être chaque jour, doit être un combat quotidien, doit être un combat permanent et doit être un combat surtout avec un engagement particulier. Et c'est pourquoi il y a une direction dans laquelle travaillent des femmes et des hommes que je salue et des élus qui s'occupent tout particulièrement de cette question. Alors depuis 2015, le Conseil départemental de la Haute-Garonne s'est engagé donc en créant cette délégation. Nous avons signé le 8 mars 2016 la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Et nous avons établi, posé sur le papier, l'ambition de faire une égalité, de construire une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans ce département à travers un plan d'action qui a été adopté en 2018, un plan départemental de 55 actions. Et enfin, je vous le dis, vous aurez l'occasion tout au long du mois de mars de retrouver de très nombreuses conférences, puisque nous avons tout au long du mois de mars 2021 et novembre 2021 un mois consacré à l'égalité entre les femmes et les hommes, et dont vous pourrez retrouver la programmation sur notre site internet. L'égalité entre les femmes et les hommes au Conseil départemental de la Haute-Garonne, vous l'aurez donc compris, c'est plus qu'un jour, c'est tous les jours. Et aujourd'hui, je vous le disais en introduction, nous avons choisi d'avoir un regard particulier, un regard qui est celui de la jeunesse. Et je remercie toutes les intervenantes qui sont nombreuses et à nos côtés ce soir, les jeunes lauréates de la bourse Initiative Jeunesse du Conseil départemental, les membres de l'association Isaël, et enfin Nadège Tenaillot, qui est chercheuse et formatrice sur les questions de genre, et qui, si je ne me trompe pas, est en visio avec nous. Non, elle est là, pardon. Vous voyez, il y a des rodages techniques, humains. Bon, c'est la vie et c'est l'objectif de ce débat, d'avoir des échanges. On vient d'en avoir un en direct. Donc, je souhaiterais conclure pour céder la parole à nos intervenantes, puisque vous le savez et vous l'avez compris, pour celles et ceux qui ont participé à l'ensemble de cette semaine, elle est placée sous le signe du dialogue. Et le dialogue, il se déroule tout de suite. Donc, merci d'avance à vous toutes et tous pour votre contribution et votre présence à nos côtés ce soir. Bonsoir à toutes et tous. Merci Vincent Gibert pour cette présentation. Je vais reprendre quelques éléments pour ceux et celles d'entre vous qui
en sont à leur première soirée de ces rencontres pour l'égalité, puisque nous sommes au 4e débat de la semaine. Donc une forme un peu particulière, puisque bien sûr nous sommes en vidéo. Nos invités sont présents sur le plateau, à l'exception de Pauline. Je vais les présenter dans un instant. Nous sommes donc plutôt tournés sur le numérique, ce qui nous permet malgré tout de conserver cette structure d'échange. Nous sommes à la 3e édition à laquelle nous tenons particulièrement. Donc bienvenue sur le conseil départemental de Haute-Garonne, les chemins de la République, pour cette 4e soirée des 3e rencontres pour l'égalité. Je voulais vous signaler 2 choses. La première, c'est que habituellement, lorsque nous sommes en présentiel, nous avons l'habitude d'avoir des animations, des expositions à disposition du public. Bien entendu, dans le contexte sanitaire, ça n'était pas possible. Vous retrouverez donc sur le site du conseil départemental de Haute-Garonne, cd31 cd31.net/.fr. Voilà, et donc une diversité d'expositions qui sont et de vidéos complétées par des pastilles vidéo. Et pour finir, nos internautes, les spectateurs, peuvent participer à ces échanges-là en cliquant en dessous de la fenêtre sur laquelle vous suivez cette soirée. Et vous avez un chat à votre disposition. Et nous avons avec nous Hugues et Nathalie qui, inlassablement, depuis le début de la semaine, suivent le fil du chat. Je sais qu'il y a déjà des questions qui ont été posées. Vous pouvez réagir, poser des questions à l'un ou l'autre des invités ou globalement. Donc pour pouvoir participer à ce débat, et vos questions seront relayées et resteront également en ligne à disposition, donc on peut voir tout ce qui a pu être proposé. Je vais prendre le temps de vous présenter nos invités. Je suis très bien entouré, elles sont très nombreuses. Je vais commencer dans l'ordre par Charlotte Tondou, qui est avec nous pour, alors je vais essayer de ne pas me tromper parce que ça fait beaucoup de monde, et qui va nous parler du projet Willby. Voilà, puisque j'aurais pu le faire en introduction, en France, l'égalité femmes-hommes est une valeur fondamentale de la République, qui se décline dans tous les domaines de la vie sociale et politique, et on est à l'aube du XXIe siècle, après plusieurs décennies de bouleversements très importants. La situation d'égalité entre hommes et femmes est loin d'être achevée. Je pense qu'effectivement, Nadège Tonello, que je vais présenter tout à l'heure, va pouvoir nous en parler. La question qui nous intéressait, c'était comment les jeunes Haut-Garonnaises et Haut-Garonnais, ce ne sont que des filles ce soir, mais il y a aussi des garçons, je pense que Charlotte nous en parlera, qui participent à ces projets. Donc ce regard croisé entre jeunes lauréats de la bourse initiative jeunesse du conseil départemental, puisque le conseil départemental, parmi les missions qu'a détaillé Vincent Gibert, s'est également doté il y a quelques années d'une mission jeunesse qui a très largement participé à la préparation de cette soirée, et notamment nous a permis de prendre contact et de rencontrer nos invités de ce soir. Donc voilà, donc nous avons youtubeuses, développeuses d'applications web, etc. Donc je disais Charlotte Tondou, donc sur le projet Willby. Je ne vais pas le détailler, elle va le faire elle-même dans quelques instants. Alors je vais essayer de ne pas me tromper dans l'ordre. Qui est côtoyée, elle se moque de moi, mais non, c'est Héloïse. Je l'ai bien repérée. Qui, accompagnée de sa voisine de table, Fanny Tronche, représente le projet 25%. On va y revenir encore une fois. Suivi de Charlotte Flauder, qui est une youtubeuse adepte de tech, va nous en parler. Nous avons également Sophia Labatte, qui est une chanteuse qui fait de la pop sentimentale et qui va nous expliquer sa démarche et sa relation entre Sonar et la question d'égalité femmes-hommes, qui est suivi dans l'ordre de table de Lily Dorat, donc qui est sur le projet Isaël, Super-Héros, avec sa compagne qui est en visio, en webcam pour nous, Pauline Hartmann. Donc bonsoir Pauline, et merci d'être avec nous, si ce n'est physiquement, en tout cas virtuellement. Voilà, et
Nadège Tenaillot, qui est... alors vous êtes maîtresse de conférences au département sciences de l'éducation de l'Université Toulouse-Jaurès. Vous êtes également chercheuse, formatrice sur les questions de genre, et vous avez été également, vous êtes encore, pardon, coordinatrice des interventions autour de la lutte contre les discriminations sexistes et contre l'homophobie pour une fédération d'éducation populaire. Elle était. Donc voilà. Et donc Nadège va avoir le rôle du grand témoin, elle va nous éclairer tout au long de ces échanges sur son regard de scientifique, peut-être une approche un peu plus technique, scientifique de la question d'égalité. Il nous semblait intéressant de faire ce parallèle entre la manière dont ces jeunes femmes s'appropriaient la question et peut-être de le comparer, de le mettre au regard de l'histoire du combat féministe. Voilà. Donc sans plus entendre, je vais commencer par présenter donc Lily Dorat sur le projet Isaël. Isaël, c'est une association qui regroupe des femmes de super-héros. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. Je crois que ma collègue Pauline aurait souhaité dire quelques mots pour l'association avant que je m'exprime. Puisque vous êtes deux. Si je peux me permets. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous, donc moi c'est Pauline Aritignan, je suis la présidente d'Isaël. Isaël, c'est une association de l'ISA et Super-Héros, qui est une école d'ingénieurs qui a pour objectif de regrouper les étudiants et les étudiantes qui ont à cœur de promouvoir les femmes dans les sciences, de permettre aux jeunes d'avoir cette chance de découvrir un petit peu plus les sciences et elle propose en particulier des associations, que ce soit sur le campus ou dans des lycées et des collèges, pour discuter de stéréotypes, d'orientation, etc. Alors merci, est-ce que vous voulez compléter, Lily ? Je crois qu'elle a à peu près tout dit. Donc moi, je suis l'ancienne présidente en fait de cette association, puisque chez nous les mandats durent exactement 1 an. Donc c'est pour ça Pauline avait pris ma suite en fait une fois que mon mandat était venu à sa fin. Et donc voilà, c'est exactement ce qu'elle a dit. Nous, on est là pour encourager les plus jeunes à poursuivre des études scientifiques qu'ils n'auraient peut-être pas envisagées si on n'était pas vraiment venu les chercher. Voilà. Alors on va peut-être y revenir dans quelques instants et de toute façon tout au long de cet échange. Je vous propose de visionner la vidéo que vous avez réalisée sur le projet qui va en quelques minutes, courtes minutes, illustrer le propos et vous allez pouvoir nous la commenter juste après. Si on n'a pas par notre famille l'occasion de rencontrer des gens qui sont déjà dans la vie active et des gens qui ont des carrières un peu atypiques, on est un peu bloqué dans nos ambitions, dans nos rêves. Je m'appelle Tatiana, je suis élève à Super-Héros. Je suis en 2e année. À Super-Héros, on n'est que 10 à 15% de filles selon les promos. Tout au long de notre parcours, on est mis au contact, même sans le savoir, avec tout un tas de stéréotypes qui nous amènent à ne pas faire des carrières d'ingénieur. C'est un peu dommage. C'est de là qu'est venu mon goût pour aller voir les lycéennes, leur parler de combien j'aime ce que je fais, d'inspirer peut-être des élèves. Avec OSE, on a eu l'idée de lancer une initiative qui implique les étudiantes à Super-Héros, les étudiantes et les étudiants à terme aussi, pour encourager la mixité dans les études scientifiques. Du coup, on a eu l'idée de plusieurs projets, notamment celui d'inviter des lycéennes et des collégiennes pour des journées campus, pour leur faire découvrir un peu ce qu'on fait à Super-Héros, leur faire rencontrer des professionnels, leur faire rencontrer des étudiantes. J'ai toujours voulu aller dans le scientifique parce que c'est vraiment ce qui me plaît. Je m'appelle Eva, je suis au lycée Toulouse-Lautrec, je suis en seconde. J'ai entendu parler de cette journée de rencontre avec des femmes ingénieurs par ma proviseure du lycée. J'ai voulu voir comment c'était le métier d'ingénieur. J'ai rencontré Tatiana et Sophie, une pilote. On a visité un simulateur avec Sophie et Tatiana. J'ai vraiment beaucoup aimé de faire voler un avion en virtuel. La journée campus était centrée autour de 3 ateliers principaux pour leur faire voir un petit peu quelques activités de l'aéronautique. En proposant de nouvelles méthodes. Normalement vous avez échangé. Je suis marraine de l'association OSE l'ISAE.
J'ai vraiment à cœur de transmettre aux jeunes la volonté de faire des métiers scientifiques, aux jeunes filles en l'occurrence, qu'il n'y ait pas de blocage d'ambition, que les filles s'autorisent à rêver et ensuite à mettre en œuvre ce qu'elles doivent faire pour avoir un métier qui les fait rêver. Peut-être elles se l'interdiraient si elles n'avaient pas de modèle d'exemple de personnes qui ont réalisé ces rêves. Donc voilà, l'idée c'est de transmettre. Cette journée, ça m'a appris qu'il ne faut pas se laisser influencer par les stéréotypes, qu'il faut faire son rêve. Quoi qu'il arrive, il faut toujours avancer, même s'il y en a qui vous barrent la route. Je me dis qu'à leur âge, j'aurais adoré avoir une journée comme ça. J'ai eu envie de leur montrer que moi j'adorais ce que je faisais et qu'il fallait rester toujours positif par rapport à notre chemin, à ce qui nous attend. Alors Lydie et Pauline, comment vous avez venu l'idée finalement? Vous êtes parti du constat. Enfin, expliquez-nous en fait quelle est la démarche au départ. Alors, bon, le constat, il est très simple, hein, c'est que dans les écoles d'ingénieurs, de manière générale, il y a en moyenne 25% de filles par promo. Et en particulier, à l'ISAE Super Héros, on était particulièrement mauvais élèves, puisque, bon, pour vous donner un exemple, moi, ma promo, on était seulement 15%. Donc, on est parti de ce constat-là et on s'est demandé pourquoi, finalement, puisqu'il n'y a pas vraiment de raison que les filles soient moins bonnes ingénieurs que les garçons. Donc on s'est demandé pourquoi et on s'est rendu compte, notamment en discutant avec des enseignants, en fait, tout simplement du secondaire, qu'ils remarquaient qu'il y avait une période en fait, où ils avaient tendance à perdre les bonnes élèves en cours de route. Ils ne savaient pas trop pourquoi, ils ne comprenaient pas trop. Il y avait une espèce de baisse de motivation, une baisse dans les résultats, quelque chose qu'ils n'arrivaient pas trop à s'expliquer. Donc nous, pour pallier en fait, à ça, tout simplement, on s'est dit qu'on allait rencontrer ces jeunes filles, donc, que ce soit au collège ou au lycée, pour un petit peu déjà leur parler des études, puisque les études d'ingénieur, c'est pas toujours connu en fait, selon les établissements dans lesquels on évolue. Donc pour leur parler de ces études et puis pour leur montrer aussi quelle est la réalité de ce métier qui n'est pas forcément connue, et puis les encourager à aller chercher un peu plus loin que ce qu'elles auraient tendance à faire, puisqu'il y a une très très forte tendance à l'autocensure. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place différentes choses. Donc on a vu avec la vidéo là, les journées campus, qui sont des journées qui sont organisées tous les ans, donc sur place, sur notre campus, disons, ça se déroule habituellement en présentiel. Donc cette année, ça aura lieu forcément en Zoom, puisque c'est un peu compliqué de faire venir des jeunes sur notre campus. Ça aura lieu le 25 mars en distanciel. Et c'est l'occasion en fait de déconstruire un petit peu les stéréotypes dont peuvent être victimes en fait les jeunes filles, de les amener à se questionner en fait sur ce qu'elles ont réellement envie de faire et surtout de les mettre au contact de professionnels. Donc on n'est pas non plus là pour les recruter, on essaie de leur offrir un panel assez diversifié de professionnels. Ça peut être des consultantes, des pilotes comme on a vu là dans la vidéo juste avant, mais on a aussi des personnels en fait de l'école qui viennent aussi pour parler de leur propre métier. Donc ça, c'est un aspect de l'association. On a plein d'autres projets, notamment des interventions. Vous allez avoir l'occasion de nous en parler. Est-ce que Pauline, vous vouliez compléter? J'avais la question qui était de savoir dans quelle mesure l'école participait à vos actions, mais si j'ai bien compris, ça se déroule sur le campus en grande partie. Donc, Oui, c'est ça. En fait, les journées campus se déroulent sur le campus et après, quand nous, on intervient dans des lycées ou des collèges, c'est des lycées et des collèges qui sont des établissements partenaires de OSE l'ISAE Super Héros, qui fait aussi partie de l'ISAE Super Héros. D'accord, alors on va revenir bien entendu tout au long des échanges. Et je vais me tourner maintenant, parce qu'il y a une diversité, elles sont très créatives, il y a beaucoup de projets. Donc je vais me tourner vers Héloïse Arnaud et Fanny Tronche, qui portent ou ont créé plutôt le projet 25%, à savoir une initiative qui vise à mettre en lumière les femmes marquantes de l'histoire. Quelques mots peut-être pour présenter ce projet. Oui. Du coup, notre projet, en fait, il est parti du constat que les femmes étaient sous-représentées dans les livres d'histoire scolaires. Et du coup, 25%, c'est la part de représentation des femmes dans les livres d'histoire. Et du coup, on a décidé de créer un jeu de pistes à l'adresse des lycéens pour mettre en lumière justement ces femmes marquantes. Et voilà, donc on a réussi à faire 2 jeux de pistes l'an dernier, mais on a été stoppé par le Covid.
Donc voilà, je laisse Fanny prendre la suite. Oui, parce que justement, à cause du Covid, le projet, on a été obligé de le faire évoluer. Et c'est justement grâce au conseil départemental et au programme Initiative Jeunesse qu'on a pu mettre d'autres solutions en place. Donc, notamment le livret qu'on a créé. Dont on voit quelques images à l'écran. Voilà, exactement. Un petit problème technique au démarrage, excusez-nous. Mais... non, il n'y a pas de souci. Mais voilà, du coup, c'est typiquement le livret que vous voyez à l'écran. Donc, on l'a créé totalement, intégralement, donc de la charte graphique aux écrits. On s'est renseigné, on a fait en sorte de faire quelque chose d'assez complet. Il était à la destination des jeunes, des abonnés de notre compte Instagram 25%, qui est aussi un outil qu'on a créé dans l'optique du projet. Et voilà. Donc c'était un peu la conclusion de cette année de partenariat avec le conseil départemental et on en est assez heureuse. D'accord. Donc, on va encore une fois revenir, et assez largement, je crois, durant les échanges qui viennent sur le projet 25%, sur lequel j'ai relevé certaines choses qui amènent pas mal de questions. J'aimerais qu'on se tourne vers Charlotte Flauderer, qui est une youtubeuse, qui anime une chaîne YouTube qui nous parle des nouvelles technologies, chaîne qui s'appelle Quelle Belle. C'est bien, Quelle Belle. Je m'en suis bien sorti. Alors expliquez-nous Charlotte, Quelle Belle, et après on va avoir une petite vidéo également qui va servir à illustrer votre projet. Alors oui, moi j'ai toujours fait de la vidéo au final depuis que j'ai au moins 12 ans, je dirais. Et du coup, faire une chaîne YouTube qui partage mes deux passions, donc la vidéo et la technologie, pour moi c'était une évidence et je me suis lancée dans cette aventure en 2017, il me semble, un truc du style. Et depuis, toutes les semaines, je mets une vidéo par jour. L'inverse. Toutes les semaines, je mets une vidéo et je parle de tech, je parle pas trop d'informatique, de gaming, ce genre de choses, quoi. Alors on va peut-être voir et après oui, vous voilà, allez vous pourquoi expliquer. pas. On va regarder un petit peu. Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle était la place des femmes dans l'informatique et les nouvelles technologies en général? Parce que moi personnellement, je ne me suis jamais posé la question. Depuis que je suis gamine, je teste les ordinateurs, les portables, ce que tu veux. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit que parce que j'étais une femme, je ne pourrais pas travailler dans l'informatique. Tout ça, je m'en suis rendu compte quand même lors de mes études. J'ai d'abord fait un DUT métier du multimédia et de l'internet. La majorité de la promo était des hommes. On était moins de femmes, c'est sûr. Après, j'ai fait une école de cinéma spécialisée montage vidéo. Et là aussi, technique. Donc sur toute la promo de monteur, il y avait beaucoup moins de femmes, certes. Nous étions une minorité. Puis après le milieu du travail, j'ai travaillé dans une boîte de post-production et là, tous les chefs, monteurs, enfin tous ceux qui avaient des gros postes, ouais, c'était que des hommes et il y avait moi et une assistante monteuse. Oui, parce qu'il y en avait quand même une d'assistante monteuse. Alors, c'est punchy, ça parle, il n'y a pas de tuto maquillage et on parle pas de sac à main. Tout à fait, Alors, ouais. racontez-nous. Et bien, du coup, en fait, j'ai même mon curriculum vitae qui vous a été présenté. En fait, c'est vrai que moi, je sais plus ce que je voulais dire, mince. Alors, je vous ai peut-être un peu coupé. Je disais, bon, Excusez-moi. c'est punchy. On sent qu'il y a quand même une envie de réagir, quoi. Voilà, Oui, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu mettre cet extrait de ma vidéo que j'ai sortie en 2019 sur les femmes et le numérique, parce qu'il y a eu énormément de pionnières qui ont révolutionné le monde de l'informatique. Et là, je parle des gros ordinateurs. Et c'est vrai que c'était un sujet que moi, je n'avais pas trop abordé, parce que, comme je l'ai dit, pour moi, c'était une évidence de faire ce que je fais actuellement. Et donc, du coup, voilà. Ça parle de soi, effectivement. Alors, on a un plateau très, finalement, tourné vers les nouvelles technologies, puisque vous utilisez beaucoup tous les supports vidéo, etc. Sophia Labatte, qui est juste après, une démarche peut-être un
peu différent. Elle ne fait pas de la tech, elle fait de la musique. C'est une chanteuse, une musicienne qui fait de la pop sentimentale, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Moi, du coup, j'ai commencé la musique très jeune. Enfin, ça a été ma passion, une de mes premières passions, enfin, vers 8 ans. Et pareil, j'avais un projet solo, mais voilà, comme j'étais timide, je restais dans ma chambre, je n'osais pas trop me dévoiler au monde. Et du coup, j'ai fait le conservatoire et tout ça. Enfin, je compose mes musiques, je chante et tout ça, mais voilà, j'étais toute seule au bout d'un moment, c'était un peu lassant. Et du coup, pareil, je suis allée en enfin, pas pareil, non. Je suis allée en fac de musicologie jazz où j'ai rencontré des musiciens qui m'accompagnent aujourd'hui. Musiciens et pas des musiciens. Oui, voilà, il n'y a pas de musicienne, non, il n'y a pas de... Voilà, c'est ça, en jazz, pareil, on était peut-être 3 filles dans la promo sur une quarantaine de garçons. Et puis toutes les filles sont des chanteuses, donc voilà, quoi, il n'y a pas de musicienne. Mais moi, enfin, j'étais musicienne aussi, enfin, je suis pianiste. Du coup, voilà, il y a pas mal de discrimination par rapport à ça, même pour monter mon propre projet. Enfin, ça a été un peu difficile pour qu'on me prenne au sérieux et tout ça. Mais du coup, j'ai trouvé des musiciens qui aiment ma musique. Et, voilà, alors Sophia nous dit qu'elle est timide. On va regarder un extrait. extrait. Là, je suis un peu stressée, là. Non, allez-y, allez-y. Ah non, je pensais que vous disiez que je parlais beaucoup, du coup... Ah non, vous ne serez pas absolument pas permis. Et vous chantez pas mal, donc beaucoup. Donc je vous propose un extrait d'un des clips de Sophia. Alors ça s'appelle, pardonnez-moi, j'ai un anglais qui est déplorable, On the Way of Happiness. Voilà, je ne vais pas répéter non plus. Extrait, je le précise, que nous avons un peu réduit avec l'accord de Sophia, mais que vous retrouverez le lien YouTube sur le site du conseil départemental pour que vous ayez le plaisir de visionner en entier. Donc on va regarder un petit extrait. Sophia, vous allez donc, pour ceux qui nous regardent, retrouver le clip complet sur le site du conseil départemental, ou plutôt le lien sur YouTube, puisqu'il est accessible sur YouTube. Parlez-nous, s'il vous plaît, quelques instants de votre démarche artistique et son lien avec la question de l'égalité. Du coup, artistiquement, voilà, c'est mon projet que j'ai créé depuis toujours. C'est juste que là, voilà, je le fais avec des musiciens maintenant, quoi. Et voilà, j'avais envie de montrer aussi qu'on peut être une femme leaduse de projet, parce que voilà, pareil, dans la musique en général, on voit beaucoup les hommes, on voit beaucoup d'artistes masculins même. Par rapport à plein de discriminations, du coup, on n'est pas trop pris au sérieux et c'est assez compliqué de se démarquer ou justement de mener des musiciens aussi hommes, voilà quoi, pour qu'ils nous comprennent et qui suivent nos instructions aussi. Mais du coup, non mais voilà, j'avais pas grand chose d'autre à dire à part que c'est le projet de ma vie et que voilà quoi. Alors, je vois plusieurs d'entre vous qui acquiescent à ce que vient de dire Sophia, donc on va y revenir.
On va continuer et terminer cette assez longue présentation, mais c'était intéressant quand même de rentrer à l'intérieur de vos projets, puis vous allez pouvoir bien sûr les redétailler. Alors on n'a pas fait par ordre d'appellation, puisque je reviens vers le fond du plateau, vers Charlotte Tandou, qui est co-créatrice du projet Willby. Elle est seule ce soir, mais donc Willby, elle va le dire mieux que moi, mais c'est une application qui permet de découvrir le quotidien de nombreux professionnels en temps réel, c'est ça. Donc c'est une manière d'aborder effectivement les problématiques stéréotypes de genre dans le milieu professionnel. Vous expliquez? Oui, totalement. Donc Willby, c'est en effet une application de découverte des métiers au format un peu innovant, puisque c'est au format story, où ce sont des professionnels eux-mêmes directement qui montrent leur quotidien. Pourquoi cette volonté? Tout simplement pour permettre aux jeunes de découvrir le quotidien des métiers au format auquel ils sont habitués sur les réseaux sociaux, pour rendre la question de l'orientation beaucoup plus dynamique et accessible. Donc voilà, c'est un projet que j'ai porté pendant mes études. Pour mon projet de fin d'études dans l'école où j'étais, j'ai participé à des concours, ça a plutôt bien pris. Et puisque je voulais concrétiser ce projet, je me suis associée à Corentin Bouffard, aussi un autre Toulousain, pour concrétiser cette appli qui est sortie début janvier du coup. Qui n'est pas parmi nous ce soir, non pas parce que nous avions décidé de faire un plateau exclusivement féminin, mais pour de simples questions de disponibilité. Vous pouvez peut-être nous préciser quelles études? Oui, alors moi j'ai fait un master en marketing et communication à l'ISEG, juste à côté en plus. Voilà. Alors on va visionner la présentation de Willby, qui est très punchy aussi. Voilà, et on va y revenir. Vous savez ce que vous allez faire? Moi, je vais peut-être partir sur STAPS. Ok. Mais c'est pas sûr du tout. Est-ce que tu sais du coup ce que tu veux faire plus tard? Dans les relations internationales. J'aimerais bien faire professeur des écoles. Moi je sais pas trop, c'est un peu le flou, mais peut-être médecine. Faire traducteur ou interprète? C'est ça, ouais. Là pour l'instant c'est roue libre. Je laisse faire, je travaille et je verrai. C'est dur de se renseigner, c'est dur de trouver des informations sur le sujet. C'est compliqué, ça nous mettait un peu la pression. Tu sais ce qu'ils font concrètement dans leur journée? Salut, nous c'est Charlotte. Et Corentin. Alors on est d'accord, l'orientation professionnelle, c'est toujours aussi compliqué. Et pas qu'au lycée. C'est pour ça qu'on a créé Willby, une application qui permet de découvrir le vrai quotidien des métiers de manière innovante. On vous explique. On navigue sur la page d'accueil et une fois qu'on a trouvé le métier qu'on souhaite découvrir, on s'abonne exactement comme sur les réseaux sociaux. À partir de là, pendant une semaine, on reçoit des petites vidéos tout au long de la journée d'un vrai professionnel qui nous embarque dans son quotidien, comme une story. Une véritable immersion virtuelle qui permet de vraiment connaître les métiers et mieux s'orienter. Ah, ça fait vraiment, ouais, non, ça fait vraiment story quoi. Ça fait un peu comme Insta ou Snap au niveau le système de story. Enfin, ça part. C'est vrai que c'est pratique pour vite prendre en main l'appli quoi. Et là, t'as passé clair. Ah, ça c'est bien. J'aime bien le design. Ouais, en plus c'est facile d'accès. Mais Je veux. j'adore. Stylé. J'adore. Franchement bien. Je valide. En plus de ça, sur chaque profil métier, il y aura l'ensemble des informations nécessaires pour construire son projet pro. Mission, formation, insertion, rémunération et puis quelques surprises. Mais du coup sur l'appli on peut découvrir n'importe quel métier? Yes, au début, ils n'y seront pas tous, mais peu à peu, on trouvera des métiers de tout secteur d'activité et tout niveau d'études. Donc une application avec une présentation donc énergique, énergisante, dont un double objectif finalement, c'est un service aux étudiants d'information et quand même la question d'agir contre les représentations genrées des métiers, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Le but premier de cette application, c'est aider les jeunes à leur orientation par le biais de la découverte des métiers. Mais c'est aussi l'occasion pour nous d'aborder des sujets tels que l'égalité homme-femme dans les métiers. Donc on a par exemple des femmes peintres en bâtiment qui présentent leur métier. On a une responsable de production qui présente son métier. Donc on n'est pas encore parfait, mais on sait qu'on va encore le développer à ce niveau-là parce qu'on a cette volonté. Autant qu'on montrera aussi des hommes dans des métiers qui sont genrés très féminins jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, on a pas mal de messages à faire passer sur tous ces métiers.
D'accord, et depuis quelques minutes, vous avez repéré que vous avez une technicienne qui pourra présenter également son futur métier avec Charlotte. Dans l'audiovisuel, ouais. Voilà. Alors, peut-être que vous allez pouvoir nous amener également le double regard, la créatrice, mais également vous êtes une femme entrepreneuse, donc on va peut-être pouvoir y revenir. Juste avant, j'aurais aimé me tourner vers Nadège Tonayo. Nadège, on vient de voir une série de projets très diversifiés. On a pris le temps même si c'était brièvement, parce qu'on ne peut pas faire trop long non plus, mais que chacune de vous présente sa démarche. Nadège, quel regard vous portez sur ces différentes démarches? Comment vous les situez par rapport à justement la question de l'égalité femmes-hommes? Déjà, je trouve c'est réjouissant de voir que toutes ces femmes vivent ces projets avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion et d'envie. Alors, ils montrent un large éventail de ce qui peut être fait, mais j'imagine qu'ils ne sont pas nécessairement représentatifs de tout ce qui est fait, tellement les projets sont divers et variés. Et les jeunes sont riches de projets et d'engagements, et on ne peut que s'en réjouir. Alors, sur les projets présentés aujourd'hui, le projet Isaël, vous avez commencé par ce projet-là, qui vise à lutter contre le sexisme dans l'orientation, lutter contre ce qu'on appelle le plafond de verre. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est encore bien présent. Et je trouve vraiment très chouette que ces femmes participent à une meilleure connaissance de ce type de filière où Lily rappelait qu'elle n'était que 25% dans les filières d'ingénieurs. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire à ce sujet, mais aussi de rendre visibles les femmes, notamment qui manquent de visibilité dans l'histoire, et vous l'avez rappelé. Ça, c'est quand même un projet d'envergure toute particulière, de rendre les femmes visibles dans l'histoire, puisqu'on voit bien qu'elles sont en effet très minoritaires dans les manuels d'histoire, mais pas que. On voit aussi qu'elles sont invisibles, je pense notamment au manuel de SVT. On voit que dans ce type de manuel, les femmes y sont invisibles, le corps des femmes est invisible. Et on veut pour preuve, par exemple, Odile Fillot, en 2014, épinglait le contenu des manuels de SVT qui n'évoquait quasiment pas ou de façon erronée le clitoris. Il faudra d'ailleurs attendre 2017 pour qu'il soit représenté et détaillé dans un des manuels. Donc, on comprend qu'en matière de visibilité de femmes, il y a encore beaucoup de travail. Et on peut également parler, il me semble important, d'aborder la question de l'invisibilité des femmes dans le langage. La fameuse règle qu'on connaît tous et toutes du masculin qui l'emporte sur le féminin. Donc, comment permettre aux femmes d'être visibles quand la langue française les efface ? J'avance ici à un point de vue vraiment très personnel, mais il me semble important, comme le font les jeunes femmes présentes ici aujourd'hui, de participer à la mise en lumière des femmes, quelle que soit leur activité, sans les cacher. Et je pense à la manière même dont les femmes se présentent, la manière dont elles se nomment, la manière dont elles se définissent. Dans mon métier, par exemple, beaucoup de femmes se présentent, se font appeler maîtres de conférences, alors que ce sont des femmes. Donc on voit bien ici qu'il y a toujours cette espèce de croyance que le terme maîtresse renvoie à une position subalterne, un peu moins prestigieuse que maître. Donc on est bien dans l'idée que le masculin serait plus valorisant que le féminin. Donc il me paraît aussi important de redorer un peu le blason et d'être fier, d'assumer, de se faire appeler maîtresse de conférence, maîtresse d'œuvre, ou bien autrice, charpentière, plombière, sapeuse pompière, etc. Et le projet Wilby, en ce sens, je le trouve aussi vraiment très intéressant, puisqu'il est aussi là pour informer, mais pour aussi lutter contre les stéréotypes de sexe, lutter aussi contre les stéréotypes dans l'orientation. Donc, et on le voit bien dans les projets de Sophia et de Charlotte, là encore, c'est une manière de valoriser les compétences des femmes dans le monde artistique, numérique, technologique. Là, ce sont des femmes et elles sont minoritaires. Et en veux pour preuve d'ailleurs, vous n'avez pas nécessairement accès à ce qui se passe en dehors du plateau, mais on a un présentateur homme, on n'a que des hommes qui sont derrière les caméras ou derrière les ordinateurs. Donc, on voit bien qu'il y a encore un petit peu de boulot à faire aussi à ce niveau-là. Il fallait que je le précise quand même, hein, désolé. Hein.
Donc je pense que plus on voit de femmes dans un milieu qualifié de masculin, et plus les femmes s'orienteront dans ce type de filière. Et plus elles se sentiront légitimes aussi d'intervenir dans ce type de métier. Alors c'est bien entendu pour les hommes, pareil, c'est-à-dire plus on verra d'hommes dans les filières féminines, enfin qualifiés de féminines. Mais bon, là c'est encore une autre histoire, parce qu'il faudrait aussi, à mon sens, que ces filières, ces métiers qualifiés du coup de féminin, qui sont d'ailleurs souvent liés au care, soient valorisés dans tous les sens du terme pour qu'ils soient attractifs. Donc voilà, encore, c'est plutôt encourageant de voir que ces femmes sont engagées dans ces projets qui rendent les femmes visibles. Je vais prendre un instant pour me tourner quand même vers l'équipe technique. Restez. On a besoin de vous. Ne partez pas. Pour aller au bout. Ensuite, le mot de la fin de l'intervention de Nadège, c'était ce sont des femmes engagées. La question que j'avais envie de vous poser avec Nadège, puisqu'on a quand même échangé, on s'est rencontrés, on a discuté. Alors c'est vrai que c'était moins chaleureux parce que, signe des temps, on a fait connaissance finalement pour de vrai ce soir. On s'est parlé au téléphone, en visio, etc. Il y a quelque chose que j'ai relevé dans le livret 25%, donc porté par Fanny et par Héloïse. Vous avez une citation, je vais essayer de l'envoyer sur l'écran. C'est pas celle-là. On va y arriver. Voilà. Alors, je vais la lire parce que je pense que ça va être un peu petit. Vous avez une page où vous avez déclaré « Être féministe, c'est vouloir signe égal, vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire reconnaître qu'aujourd'hui l'égalité n'est pas encore atteinte, c'est déjà être un peu féministe. » Pour ceux et celles qui ont appris quelque chose ici, donc à la lecture du livret, on est fiers de vous. Sachez que ce n'est que le début. La totalité de vos projets intègre l'intention de promouvoir l'égalité femmes-hommes, de déconstruire les stéréotypes de genre. Pourtant, quand on s'est rencontrés la première fois, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'à aucun moment vous avez mis en premier lieu en avant une démarche militante, etc. Or, visiblement. Donc la question que j'ai envie de vous poser, un peu provoque, c'est ce que vous définissez comme féministe. Alors, oui, pour répondre... Fanny se lance. Oui, pour répondre très simplement à la question, oui, tout à fait. Pour revenir sur l'introduction de 25%, en fait, on a voulu une phrase un petit peu impactante et à la fois très simple, parce que c'est des fois difficile de définir le féminisme, et ce qu'il y a derrière. Et du coup, voilà, on a voulu vraiment aborder les choses de manière simple pour pas effrayer les gens, parce que c'est aussi quelque chose à laquelle on est confronté, c'est que souvent le féminisme fait peur, alors qu'il faut déconstruire cette peur et se dire que le féminisme, c'est juste l'égalité des genres, l'égalité des sexes. Et voilà, c'était très important pour nous de revenir là-dessus. Et je pense que Héloïse est d'accord avec moi sur ce point. On se considère toutes les deux comme féministes et militantes. Et comme on le verra, je pense, au cours de ce débat, chacune d'entre nous ici a sa propre vision du militantisme. Et c'est vraiment propre à chacune d'entre nous. Voilà. Héloïse, vous vouliez compléter ? Je pense que Fanny a bien résumé déjà, mais non, juste que, évidemment, qu'on est féministe, parce que je pense que le féminisme est absolument essentiel à notre société actuellement. Parce que voilà, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'atteindre l'égalité. Voilà. D'accord. Comment vous êtes d'accord avec cette définition ? Est-ce que Lily, vous... Moi, je veux bien y aller. Moi, je différencie un petit peu la vie personnelle que j'ai et la vie qui peut être portée en fait dans le projet Isaël. C'est vrai que l'association n'est pas spécialement militante politique, parce que je pense qu'il y a plein de militantisme aussi, c'est-à-dire qu'on est assez loin des revendications qui sont dans les milieux féministes habituels, comme on peut le voir en ce moment. On ne milite pas particulièrement en faveur de l'IVG, ou on ne dénonce pas des entreprises de pratiques un petit peu douteuses, ni quoi que ce soit. Ce n'est pas du militantisme dans ce sens-là, mais à mon sens, à partir du moment où on s'engage, on est militant. Et moi, j'ai une grande admiration à titre personnel pour ceux qui militent, parce que déjà, c'est beaucoup d'énergie. Je pense qu'on ne remarque pas assez, par exemple,
un groupe comme celui de Nous Toutes, c'est des grosses énergies pour arriver à mobiliser de grandes choses. Et je pense que c'est primordial pour arriver à faire avancer les choses, en fait, de manière générale. Et ça me paraît primordial de dire aussi que le féminisme, c'est pas du tout les femmes qui écrasent les hommes pour inverser la tendance. Tout le monde bénéficierait de plus de féminisme, y compris les hommes. Et ils ont toute leur place dans le débat et dans le combat, même si c'est vrai qu'on n'a pas forcément un panel qui le montre. Mais je pense que c'est important aussi de dire que c'est pas une guerre, surtout. D'accord. Pauline, je vous voyais réagir. Oui, moi je voulais revenir sur ce que Lily disait. Je suis 100% d'accord avec ce qu'elle a dit. Moi personnellement, à titre personnel, je me considère également 100% féministe et militante, engagée. Mais au-delà de ça, je pense que l'association Isaël, elle a pour but de promouvoir l'égalité homme-femme dans les études et particulièrement dans les domaines scientifiques. Et l'égalité homme-femme, comme l'a dit Lily, elle est positive pour les hommes comme pour les femmes. Et d'ailleurs, même si là, on n'est que 2 femmes présentes, le futur nouveau président d'Isaël est un président donc homme. Et c'est aussi très positif de voir que aujourd'hui, n'importe qui peut promouvoir l'égalité homme-femme et que c'est un travail qui peut toucher tout le monde, homme comme femme. Oui, alors on disait hier dans le débat sur le racisme que pas besoin d'être directement concerné pour être anti-discrimination. C'est clair que la question de l'égalité femmes-hommes, enfin j'enfonce une porte ouverte et bien sûr pas que l'affaire des femmes. Peut-être Nadège, on parle, ça fait plusieurs fois qu'on aborde le féminisme. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition scientifique du féminisme ? C'est pas vraiment très simple de donner une définition du féminisme pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de définition unique du féminisme. Donc, s'interroger sur les mouvements qui traitent du féminisme, c'est en effet s'intéresser à la manière dont les femmes et les hommes ont pensé les inégalités entre les sexes. De quelle manière a été réfléchie, discutée l'oppression spécifique des femmes et quelles stratégies ont été déployées pour abolir ces inégalités. Mais le mot féminisme est utilisé en effet pour qualifier l'aspiration à l'égalité des sexes. Je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus. Et les mouvements féministes ont cet objet commun, celui de l'émancipation de la femme, celui de l'extension donc de ses droits, de ses libertés, en vue d'égaliser son statut avec celui des hommes. Alors que ce soit dans le domaine juridique, politique, économique, domestique, sexuel, etc. Alors on va justement revenir dans quelques minutes. Je vais vous demander de revenir justement sur cette histoire du féminisme, puisque il est peut-être intéressant de voir comment cette pensée a évolué de revendication. On est parti des suffragettes, enfin, il y a eu une avancée, et pourtant 2021 on est encore en train de parler de la question de l'égalité. C'est bien que c'est pas réglé, donc ça paraît intéressant de faire ce cheminement grâce à Nadège, et de voir comment vous situez. Je vais me tourner quand même vers Fanny. Lorsqu'on a eu plusieurs échanges avant cette soirée, vous m'avez dit que vous vous sentiez surtout engagé, mais qu'au travers de votre projet vous cherchiez plutôt à proposer une solution plutôt qu'à pointer un problème, et que vous ne cherchiez pas la confrontation mais ouvrir le champ des possibles. Je trouvais que c'était intéressant. Est-ce que vous pourriez nous développer ça ? Oui, tout à fait. C'est exactement ça, c'est très bien résumé. En fait, nous, on pense que le combat féministe, entre guillemets, justement, il ne doit pas se faire par la force. Il doit se faire par l'apprentissage. Aujourd'hui, on a notamment un problème de mœurs et de mentalité. Et en fait, ça ne servirait à rien d'aller en face des gens et de leur dire que ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait toute leur vie, c'est pas normal et qu'il faut tout changer du tout au tout. On ne va pas aller voir les éditions de livres scolaires pour leur dire que la manière dont ils font les choses n'est pas normale et pas appropriée, parce qu'en soi, ce ne serait pas vrai. C'est comme ça, juste, c'est un problème culturel de société. Donc, il faut le prendre plus à la source et justement, comme on l'a dit plus tôt, par l'apprentissage. En fait, exactement, ouvrir le champ des possibles. Oui, on vous apprend certaines choses dans les livres d'histoire, et c'est très intéressant, et on ne remet pas ça en cause. Par contre, il y a d'autres choses à côté que vous n'avez peut-être pas forcément vues,
qui existent aussi, et notamment des femmes justement qui ont fait avancer l'histoire et ont trouvé ça pertinent de l'aborder de cette manière. Tout à fait. Charlotte, vous vouliez compléter, je vous voyais réagir. Oui, non, sur l'idée d'ouvrir le champ des possibles. Bon, moi, du coup, je parle de ma propre expérience dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que il y a toujours eu très peu de femmes dans l'entrepreneuriat, mais plus on avance, plus il y a d'actions faites pour les femmes entrepreneurs, les jeunes femmes qui veulent se lancer et tout. Personnellement, moi, sur les concours que j'ai fait, le deuxième concours que j'ai fait, on était 7 femmes finalistes sur 10. Cette édition-là, d'ailleurs, le jury était très content. Et ça fait plaisir justement de voir qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui osent se lancer maintenant. Et en effet, c'est parce que petit à petit, on arrive à comprendre que oui, on peut, si on en a envie, on peut, il faut oser, il faut y aller. Après, il y a des choses... personnellement, je le dis, j'ai jamais ressenti de difficulté du fait que je suis une femme dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que j'observe beaucoup de choses, notamment, c'était une autre amie, Sarah Zedira, qui l'a dit, en concours, par exemple, quand un homme pitch et une femme pitch, il y a une grosse différence. Un homme a beaucoup d'assurance, il va dire je vais faire ça, il va se passer ça, dans ma stratégie il y aura ça. Alors que les femmes, bizarrement, elles sont plus dans le doute encore, elles ont encore un petit peu de mal à dire ouais, je vais le faire. C'est plus j'envisage de faire ça, il serait possible de. Donc il y a encore des petites choses à travailler, mais justement c'est ça, c'est très soft en fait. C'est leur montrer que c'est possible de le faire, qu'il faut prendre confiance en soi et qu'il n'y a pas de raison qu'elles n'y arrivent pas. Si d'autres l'ont fait, pourquoi pas elles. Donc on fait de beaux pas en avant. Il y a encore du travail, mais c'est relativement encourageant quand même. D'accord, alors sans prendre vos propos au pied de la lettre, ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement il y a beaucoup de représentations sur lesquelles les femmes n'osent pas, j'ai noté, il faut oser, il faut y aller. Donc est-ce que la problématique c'est plutôt que les femmes n'oseraient pas suffisamment, ou quand même il y a des freins que vous identifiez comme étant des freins réels, qu'ils soient structurels ou intellectuels voire émotionnels. Ouais, alors moi, vraiment à titre personnel, j'ai jamais ressenti de frein. Par contre, je ne le nie pas et je le sais qu'il y a des secteurs dans lesquels c'est sûrement plus compliqué en tant que femme de se lancer dans l'entrepreneuriat avec ou sans innovation. Peut-être les milieux industriels, la tech, la tech pas au sens application, des techs beaucoup plus poussées. Donc peut-être que là, il y a des soucis structurels encore à abolir, mais après, je pense que il y a quand même un très gros travail pour insuffler justement ce côté ose. Arrête, tout à l'heure, tu parlais d'autocensure. Et c'est vrai que souvent, les barrières qu'on se met, elles ne se passent qu'ici. Je pense que vraiment, je n'ai pas de chiffres, mais peut-être que les 3/4 de l'autocensure qu'on se crée, elles ne passent vraiment que dans notre tête. Et in fine, quand on se lance, on s'aperçoit que heureusement qu'on l'a fait, quoi. Je crois que j'ai vu chacune de vous dire ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'unanimité. Avant de me tourner vers Nadège pour lui demander justement de resituer ces grandes étapes du combat féministe, de nous donner peut-être quelques repères sur les différentes formes de lutte, l'une de vous, alors je ne sais plus qui, a dit le féminisme, ça fait peur. Je ne sais plus dans les propos de qui, je l'ai relevé tout à l'heure, ou quelque chose qui approchait. Je crois que c'est vous, Fanny. Ouais. Oui, j'ai parlé de féminisme et de peur parce que le mot féministe est, pour moi, marqué d'une certaine appréhension par la société. Je ne sais pas où vous vouliez en venir, peut-être avec une question derrière. L'explication de ça, puisque j'ai trouvé que c'était assez frappant de le dire. Et c'était peut-être une mauvaise liaison, mais une liaison quand même. Il me semble que justement, ce combat féministe, c'est intéressant de regarder de quoi il est parti, et puis les différentes formes de lutte, puisque peut-être qu'un peu plus tard dans cet échange, on se posera la question de qu'est-ce qui reste à faire. Charles disait il faut oser, il faut y aller. Donc comment on y va? Donc est-ce que Nadège, vous pouvez nous ramener un peu en arrière dans ces grandes étapes du combat féministe, du féminisme? Je sais que vous l'avez préparé. Oui, j'ai préparé ça parce que faut pas non plus. Mais après, ça va être une présentation très succincte. Et d'ailleurs, je pense que Fanny et Héloïse ont des supports
plutôt bien détaillée, que vous pourrez d'ailleurs peut-être nous présenter un petit peu plus tout à l'heure. Donc c'est une tâche compliquée que de revenir sur l'ensemble, sur l'histoire du féminisme. Quand on parle des grandes étapes du féminisme, on pense souvent à la période de la Révolution française, et particulièrement à Olympe de Gouges, avec sa célèbre déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc c'est une période où lutte pour les droits des femmes se conjugue avec la lutte des classes. Après, si on fait un saut rapide dans l'histoire, on arrive à la période des 2 guerres mondiales, alors qui, au-delà des sombres et tragiques événements, ont malgré tout contribué à faire évoluer la position des femmes. C'est d'ailleurs à ce moment, avec les suffragettes, en 1944, qu'elles obtiennent le droit de vote. On voit aussi arriver à ce moment-là Simone de Beauvoir et son œuvre intitulée Le deuxième sexe. Et donc là, on sent qu'il y a une prise de conscience dans le contexte de l'après-guerre qui va contribuer à ce que les femmes obtiennent la reconnaissance des droits civiques. Donc en plus du droit de vote, elles ont le droit de participer aux institutions publiques et obtiennent le droit à l'éducation. Donc c'est quand même pas une mince affaire. Alors après l'obtention des droits civils et politiques, les femmes elles doivent se battre pour la libération de leur corps, puisque avant 1975, il leur était interdit d'avorter en France, et la contraception n'était pas non plus accessible. Donc de ce fait, de nombreux avortements clandestins avaient lieu. En 1970, le mouvement de libération des femmes, le MLF, arrive et scande dans la rue le slogan « Notre corps nous appartient ». Donc, dans ce contexte de revendication, les femmes obtiennent le droit d'accéder à la contraception en 1967, puis un peu plus tard, en 1975, le droit à l'avortement. Et à partir des années 80, les mouvements féministes mettent l'accent sur l'oppression commune de toutes les femmes, peu importe leur milieu social et culturel. Et on s'intéresse notamment à ce moment aux femmes noires, aux femmes du tiers-monde, aux migrantes, aux gays, aux queers, etc. En fait, on décortique la catégorie femme en mettant en avant l'hétérogénéité. Et cette reconnaissance de la diversité du groupe femmes implique donc à ce moment une multiplication des mouvements féministes et qui parfois vont s'opposer même entre eux. C'est aussi dans ces années, dans les années 80, qu'on assiste à une volonté d'institutionnaliser le féminisme. Et fin 90, là, il y a un mouvement, un moment de renouveau militant et de réaffirmation donc d'un mouvement féministe autonome qui justifie donc son existence par la préservation des droits acquis, bien évidemment, mais aussi la conquête de nouveaux droits, tout en servant un peu d'aiguillon pour les politiques publiques. Et puis, à l'arrivée de l'an 2000, on s'intéresse à la parité dans le monde politique, puisque on sent qu'il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Bon, c'est aussi à ces moments que des moments conservateurs s'élèvent, notamment contre l'ABCD de l'égalité, l'ABCD de l'égalité, et s'élèvent aussi contre cette pseudo-théorie du genre. Donc, on voit bien que ça ne fait pas non plus l'unanimité. Et à la fin des années 2000 et au début des années 2010 émergent de nouveaux groupes qui utilisent le numérique afin de se faire reconnaître et de faire circuler leurs revendications. On peut citer les femmes à barbe, les Femen, ni putes ni soumises, etc. Et en 2017, le moment #MeToo, qui prend là un sens tout particulier, donc avec le poids de la communication numérique dans notre société contemporaine. Donc le hashtag a été le déclencheur d'une prise de conscience élargie, d'un vaste débat public dans les médias, mais pas que, et d'un renouveau du militantisme féministe contre les violences. Donc c'est à ce moment-là qu'on aborde notamment les questions de harcèlement, de violences sexuelles, de cyberharcèlement, de harcèlement de rue, etc., etc. Donc on voit que après le mouvement là, le moment #MeToo, il y a diverses mobilisations qui s'attachent à parler des violences conjugales,
mais on pointe aussi du doigt les féminicides. Et les mouvements d'ailleurs féministes interpellent les journalistes qui parfois utilisent le terme de crime passionnel ou de drame familial qui euphémise pour le moins le meurtre. Après, vous l'avez mis aussi dans votre livret. En 2019, on a l'organisation du Grenelle des violences conjugales qui conduit justement à mettre les féminicides à l'agenda. Donc, on voit que là, ça avance doucement. Mais je m'arrête peut-être là, parce que poursuivez. On observe aussi qu'à la suite du hashtag MeToo, la question des violences sexistes occupe le devant de la scène médiatique et politique. Et donc, on assiste à l'expression d'une 4e vague du féminisme qui fonctionne, selon certaines chercheuses et certains chercheurs, comme un marqueur temporel, mais aussi comme un marqueur identitaire. Pour de jeunes féministes qui entendent, et on le voit bien, mener leur propre révolution féministe. Donc voilà, pour reprendre très très rapidement ces mouvements féministes, et je suis pas historienne, donc c'est vrai que je vous renvoie notamment justement à l'ouvrage de Bibia Pavard, Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel, qui ont coécrit un ouvrage très intéressant qui s'intitule « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». Donc, si vous voulez vraiment reprendre l'ensemble des mouvements féministes, je vous amène à lire cet ouvrage fort passionnant. Alors, on mettra ces références bibliographiques également en ligne sur la page consacrée au débat, comme ça, effectivement, chacun pourra se tourner dessus. Alors, on a mis à l'écran quelques instants. Il y a 2 pages, notamment dans le livret de 25%, auquel faisait référence Nadège tout à l'heure, qui reprennent tout ce cheminement, donc de manière plus raccourcie, mais avec une frise chronologique et qui permet de situer ces grandes étapes. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez toutes, je me tourne également bien sûr vers Pauline, est-ce que vous avez l'impression d'être les héritières de ce combat qui a été mené par différentes générations? Qui veut y aller? Fanny? Charlotte? Ok, je vais essayer de répondre à la question. Héritière, ça c'est sûr, elles nous ont tout donné dans les mouvements féministes. C'est grâce à elles qu'on a tous nos droits et que littéralement, on a les mêmes droits que tout le monde, je crois. Dans la loi, il n'y a rien qui stipule qu'on est différente. C'est plus dans la pratique, c'est ça, dans la vie de tous les jours. Après, c'est vrai que moi, je vais peut-être me focaliser pas sur la vie personnelle, où c'est vrai, il y a le harcèlement de rue. C'est vrai que moi, je me dis, il est 23h, je vais peut-être pas sortir. Mais ça, c'est vraiment le côté, après, dans le côté plus de mon niveau. Moi, j'ai jamais ressenti cette différence du fait que j'étais une femme. Parce que dans mon entourage, on m'a toujours poussée à faire ce que j'aimais. Et c'est après, quand moi, je me suis lancée, que j'ai regardé autour de moi, je dis, ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des hommes partout. Maintenant que vous le dites, c'est vrai. Et pour moi, c'est quelque chose qui est tellement évident que j'ai... Je sais pas si je pourrais dire héritière parce que je me bats pas, mais si les gens qui voient mes vidéos et qui se disent « Ah, mais une fille, elle peut parler de la tech », et sans se dire que c'est une femme, en fait, il faudrait juste arrêter de se poser la question, quoi. Je sais pas si je suis très claire. Oui, il me semble bien que oui. Fanny, vous vouliez intervenir aussi, je crois. Oui, je trouve que c'est assez pertinent comme question, l'héritage. Et en plus, c'est un peu une fierté aujourd'hui de se dire qu'on peut aussi continuer de se battre pour nos droits. Alors bon, on préférerait bien sûr que ce soit pas le cas, mais c'est vrai que, comme ce que disait Charlotte, c'est des femmes qui nous ont tout apporté aujourd'hui. Dans la loi, il reste pas ou très peu d'incohérence au niveau de l'égalité, puisque voilà, c'est surtout dans la pratique qu'on voit les erreurs. L'égalité salariale, elle est obligatoire, et pour autant, elle n'est pas appliquée. Donc voilà, nous, c'est plus un combat aujourd'hui de pratique et de mentalité, ce qui change par rapport à ce qui a pu être fait auparavant. Avant, c'était des lois qui devaient passer, qui ont été très difficiles et voilà, qui ont été adoptées. Mais aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus les mentalités qui manquent encore
à assimiler et à faire en sorte que ça devienne vraiment une réalité, en fait, l'égalité femmes-hommes, et plus simplement des textes de loi théoriques. Alors, ce sont des droits qui ont été conquis durement. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les grands combats, finalement, qu'il fallait mener le sont. Enfin, le chemin a été très long. Nadège a fait allusion à la loi sur l'IVG en 1975. Il faut se rappeler que Simone Veil a été conspuée, injuriée, elle a subi des crachats, des menaces, etc., pour arriver à finalement un droit, conquérir un droit qui aujourd'hui acquis. Alors peut-être qu'on pourrait se poser la question de comment comment on accède à ce droit-là. Parfois, ce que j'appelle des victoires de papier, dans les textes, c'est posé. Puis après, finalement, quelle est la réalité d'une femme qui veut accéder à l'IVG? C'est peut-être pas un parcours si simple que ça. Donc pour vous, c'est la question que je voulais poser après. Bon, ce qu'il y a à conquérir, finalement, en termes réglementaires, législatifs, ça vous semble suffisant? Charlotte n'a pas l'air tout à fait d'accord. Non, mais comme elle disait tout à l'heure, sur le papier, on a les mêmes droits que les hommes aujourd'hui. Maintenant, en effet, c'est dans les mentalités. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est essayer de transmettre davantage à toutes les jeunes femmes et les jeunes hommes qui veulent accéder à des domaines auxquels ils ont un peu moins accès aujourd'hui, qu'il faut oser, qu'il faut y aller, qu'il faut pas avoir peur. Encore une fois, si d'autres l'ont fait, pourquoi pas toi? Donc fais-le. Et ça, c'est des soft skills, c'est une mentalité inculquée petit à petit. Et comme le dit Charlotte, parce qu'on en a discuté avant, c'est faire les choses sans se poser la question est-ce que parce que je suis une femme, je vais pas y arriver? Est-ce que ça va être plus compliqué que les hommes, etc. C'est foncer, y aller et constater des choses de soi-même. Mais et en effet, je me dis exactement la même chose parce que j'essaie un petit peu sur les réseaux sociaux de montrer le parcours, etc. Et parfois, on en parlait, ça nous arrive de recevoir des messages où on nous dit mais c'est génial ce que tu fais, moi j'oserais pas, etc. Et c'est surprenant de recevoir ça, parce que nous, on se dit, non, mais c'est normal, fais-le. Si tu en as envie, fais pareil. Et si tu as besoin de conseils ou que je fasse un petit retour d'expérience, il n'y a pas de souci, pose-moi tes questions. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce sur quoi il faut vraiment travailler, c'est sur le côté oser. Tu as le droit, donc fais-le et ne te mets pas de barrière à toi-même, quoi. Oui, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je reçois des commentaires qui disent « Ah, ça fait super plaisir d'avoir un point de vue féminin sur tel ou tel objet. » Donc, soit c'est positif, soit c'est négatif, ça dépend. Ouais. Moi, j'ai un avis, c'est tout. Moi, je suis humaine, je donne un avis. Mais c'est vrai que pour moi, ça n'a jamais été exceptionnel de faire de la vidéo ou de la tech en tant que femme. Parce que c'était évident. En fait, moi, je fais tout le temps ça, j'ai toujours fait ça. Et pourquoi je pourrais pas faire ma passion? Et ça serait bien que tout le monde puisse penser comme ça, non pas par son genre, là c'est ma faute, j'ai voulu faire une phrase compliquée, mais par vraiment ce qui l'anime. Si tu veux être heureux, je sais pas, moi, il y a des sages-femmes hommes, mais du coup, ça se dirait comment? Mais enfin, mailloticien, mais c'est pas. Je crois que c'est pas reconnu. C'est pas reconnu? Ouais, mais sinon c'est mailloticien. Vu qu'il y a de plus en plus d'hommes dans cette filière qui justement est un peu plus valorisée, on leur a donné le nom de mailloticien. D'accord, ben voilà, il faut faire ce qu'on a envie de faire, peu importe si il y a une femme ou un homme, fais ce que tu as envie de faire et tu seras heureux, quoi, tout simplement. C'est la seule chose qu'on cherche. Lydie. Ouais, juste si je peux me permettre, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, hein, toutes les deux, puisque bon, moi l'autocensure, à mes yeux, elle existe, c'est évident, c'est sûr, et il y a énormément de travail à faire. Mais c'est vrai que c'est difficile à notre époque aussi de voir ce qu'il reste à faire dans la loi, parce qu'il y avait effectivement énormément de choses qui ont déjà été faites. Et on a tendance à se dire, c'est bon, c'est terminé, alors que je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire qui sont certes minimes par rapport justement au droit à l'IVG ou des choses comme ça, mais qui restent quand même hyper importantes pour faire la place à celles qui vont venir après et pour que justement elles n'aient plus ce travail à faire de contrer toutes ces choses. Moi, je pense notamment à l'égalité des congés de paternité et maternité qui est encore un gros manque et qui est souvent utilisé comme une justification du plafond de verre salarial et qui ferait une énorme différence en fait. Donc, certes, quand on pense à l'IVG, c'est peut-être un petit broutille, et puis généralement les opposants aiment bien dire qu'on se trompe de combat en se focalisant sur des choses comme ça, mais
Mais à mon sens, il manque encore des choses dans la législation. Alors après, moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas forcément apte à dire quoi exactement, mais je pense que c'est majeur de continuer et surtout de se rendre compte que les droits sont jamais acquis. Hein. Quand on voit ce qui se passe par exemple en Pologne, c'est toujours remis en question et c'est pour ça que c'est un combat à continuer en fait et je pense non-stop. Pour donner la parole à Sophia, j'ai employé volontairement le terme de conquis et pas acquis. Acquis, c'est ce qui est donné. Conquis, c'est ce que quand même on va chercher. Et il me semble que là, quand même, en la matière, pour l'IVG, mais comme pour tout le reste, ça a été conquis et parfois de très haute lutte. Si on remonte aux suffragettes évoquées tout à l'heure, voilà, c'était quand même des combats pas simples. Alors pardon, Sophia, je vous ai coupé et après je sais que Pauline souhaite également, je vous voyais réagir. Donc, Oui, non, mais moi je voulais juste dire aussi que c'est sûr qu'on a acquis beaucoup de droits, mais voilà, pareil, ils peuvent disparaître très facilement, ils peuvent être éliminés très facilement et pourtant on s'est battu. Les femmes qui nous ont précédées se sont battues durement pour ces droits et c'est vrai que on peut nous les enlever hyper facilement pour très peu. Et pareil, il reste plein de choses pour lesquelles se battre et voilà quoi, c'est tout ce que je voulais dire. Il ne faut jamais lâcher. Et pareil, je trouve que plus ça avance, moins il y a, à part si on se force, mais il faudrait créer une solidarité féminine réelle quoi, parce que justement en étant éparpillées toutes comme ça et puis même en je pense qu'il faut sensibiliser à la base, dès qu'on est très jeune, autant les hommes que les femmes, à ça en fait. C'est difficile, même moi je vois des gens de notre âge, c'est difficile de leur faire comprendre des choses simples ou même de se faire prendre au sérieux pour des choses qui pour nous sont hyper importantes en fait et pas forcément pour eux du coup, vu que ça les concerne pas vraiment. Mais en soi ça concerne tout le monde pour qu'on puisse vivre correctement quoi. Donc, voilà. Charlotte, je crois que Pauline voulait intervenir tout à l'heure. Oui, moi je rejoins juste ce que disait Lily et après Sophia également. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir l'impression que les droits qui ont été conquis sont suffisants en quelque sorte. Et même si, je ne sais pas si on peut dire qu'on est héritière des mêmes combats que nos prédécesseurs ont vécu, je pense qu'il y a quand même des choses à améliorer, que ce soit d'un point de vue juridique, mais surtout aussi d'un point de vue social et culturel. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas acquises ou même conquises au niveau des points de vue des personnes. Et je pense que ça reste un combat aujourd'hui d'actualité, oui. Alors, Charlotte souhaite intervenir. Je pense que c'est probablement à propos de ce que disait Sophia sur la solidarité féminine, si je ne me suis pas trompé. Oui, non, alors du coup, je reviens. C'est vrai que sur la partie légale, juridique, etc., il y a sûrement encore des choses à faire, même s'il y a de gros combats déjà qui ont été menés. Et en effet, après, c'est tout ce qui est culturel au niveau des mentalités à changer. Et je voulais rebondir en fait sur ce que tu disais par rapport aux jeunes, aux choses. En fait, plus on inculque toutes ces choses-là en étant jeune, mieux c'est. Et notamment, par exemple, la journée qui sera faite le 25 mars auprès des jeunes collégiennes et lycéennes. À propos des métiers de l'ingénierie dans l'aéronautique, on ne se rend pas compte à quel point c'est important pour un jeune de lui accorder ne serait-ce que quelques minutes, lui expliquer les choses, lui tendre la main, et vraiment prendre le temps. Il y a beaucoup de discours du style « ouais, les jeunes, on ne les comprend pas, c'est une autre génération, etc. » machin. Mais en fait, ils sont demandeurs d'attention, demandeurs d'explications. Et ils sont pleins d'espoir, pleins d'idées. Et nous, on le voit au travers de l'application quand on les rencontre. Bon, avec le Covid, on n'a pas encore pu beaucoup le faire, mais on a quand même pu aller dans des classes, etc. Et on le remarque à chaque fois. Ils sont très, très demandeurs d'attention et d'inculquer toutes ces valeurs, toutes ces choses-là. Et juste leur dire les mots, mais fais-le, vas-y. Il n'y a pas de souci. Si tu es un homme, que tu vas être coiffeur, il n'y a pas de raison, tu peux y aller. C'est pas parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes que tu ne peux pas. Tu es une femme, tu vas être chaudronnière, fais-le. Il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas non plus. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à s'adresser à tous ces jeunes le plus tôt possible, en fait. Quand on avait échangé, vous m'aviez présenté le projet Willby la première fois, vous aviez parlé de transmission. C'est quelque chose d'important dans vos démarches, la vôtre et celle de vos... Oui, totalement. La transmission, elle se fait autant par le biais des vidéos, puisque les professionnels, les ambassadeurs métiers qui acceptent de faire quelques vidéos dans leur quotidien,
on leur dit vraiment, parle dans tes vidéos comme si tu parlais à un stagiaire qui est en troisième et qui fait son stage de découverte. Et du coup, eux transmettent énormément de choses et ils n'hésitent pas à leur parler de confiance en soi. Si aujourd'hui tu es timide, ne t'en fais pas, ça va bien se passer. Si aujourd'hui tu es un peu perdu dans ton orientation, c'est normal, ça se construit tout au long de tes études et de ta vie. Donc il y a cette partie-là au travers du discours des ambassadeurs. Et après nous, oui, on a vraiment cette volonté au travers de nos actions, du moins avec ce qu'on a pu faire dans ce contexte-là et les actions à venir, oui, de leur transmettre toutes les valeurs et toute la confiance en eux qui doivent acquérir, quoi. Si je peux me Bien sûr. permettre, je pense que dans ce que vous êtes en train de dire, c'est la question de la transmission, mais surtout la question de la sensibilisation. Et c'est ça que je trouve aussi très fort dans ce que vous proposez, dans les projets du coup que vous menez, cette sensibilisation qui me semble nécessaire, puisque même si, vous l'avez très bien rappelé, le droit nous accorde l'égalité entre les hommes et les femmes, mais il y a une différence entre justement cette égalité formelle et cette égalité réelle. Donc on voit bien que même s'il y a une évolution au niveau des mentalités, mais malgré tout, elle se fait doucement, et elle se fait doucement, et puis elle dépend aussi des classes sociales, elle dépend des milieux aussi où on est implanté, elle dépend de tout un tas de choses. Et tant qu'on aura besoin de faire ce type de rencontres, justement, qui parlent de l'égalité femmes-hommes, racisme ou autre, c'est qu'il y a un problème. Ça me fait penser quand je travaillais au CMEA et que je faisais des interventions dans les lycées, et de parler avec ces jeunes et d'être un peu désolée parfois de voir que finalement les jeunes étaient largement reproducteurs et reproductrices de stéréotypes, mais profondément ancrés, mais sans en avoir conscience. Et c'est ça aussi finalement que vous avez souligné, c'est que parfois c'est tout à fait, on reproduit justement les choses de manière très inconsciente, mais parce qu'on a été socialisé différemment. C'est-à-dire que voilà, on nous a inculqué des normes et des valeurs en fonction de notre genre. On n'éduque pas les petites filles de la même manière qu'on éduque les garçons. On ne les habille pas de la même manière. On ne leur propose pas les mêmes jeux et les mêmes jouets. Et d'ailleurs, même les adultes ne se comportent pas de la même manière avec les garçons et avec les filles. Les études, elles montrent très bien que les petits garçons sont beaucoup plus manipulés que les petites filles, qu'on accorde beaucoup plus de droits aux garçons, par exemple, pour aller à l'école tout seul, etc. Donc ça va forcément leur permettre d'acquérir des compétences qui sont autres que les filles. Les filles, on leur apprend à être dociles, donc ça leur permet d'ailleurs d'être meilleures à l'école, puisqu'à l'école, on nous demande d'être docile, d'être attentive, plutôt calme et de répondre aux consignes. Ah bah ça, là-dessus, du coup, ça marche très bien. Par contre, après, quand il s'agit d'être compétitive, là, elles sont un petit peu moins balèzes parce qu'on leur a pas appris ça. Donc là, les garçons, par contre, le sont davantage. Ah oui, ça, moi, par contre, on m'a appris. Être compétitif, là, je suis bien. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on les retrouve largement dans les filières plus prestigieuses où là, la compétition est plus rude. Donc on voit bien que sociologiquement, voilà, tout s'explique. Il n'y a pas l'inné, justement, il n'y a pas des qualités innées chez les garçons ou chez les filles qui permettraient justement d'aller plus vers une filière qu'une autre. Mais moi, je trouve ça du coup tout à fait désolant de voir qu'en sciences de l'éducation, je m'adresse quasiment qu'à des femmes. Et vous, de votre côté, vous êtes dans des milieux qui sont plutôt masculins. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que les femmes qui rentrent dans les filières masculines sont plutôt valorisées. L'inverse est du coup un peu moins le cas, c'est-à-dire que les garçons qui rentrent dans des filières féminines, là, du coup, c'est pas pensé de la même manière. Hein. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans tous les domaines, hein, les filles, les femmes peuvent s'habiller comme les hommes. Les hommes ne peuvent pas s'habiller comme les femmes. C'est pas encore admis. Hein. Je veux dire, vous voyez aucun homme en jupe avec du vernis à ongles et du rouge à lèvres. Donc, voilà, tant qu'à un moment donné, les codes seront aussi différents ou en tout cas ne seront pas accessibles pour les deux genres, alors ça voudrait dire qu'il reste des inégalités entre les genres. Fadi, non, vous vouliez réagir ou? Oui, mais c'était plus sur quelque chose qui avait été dit avant, donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Enfin, en tout cas. À vous d'en juger. Non, enfin, oui, c'était pour revenir sur cette question parce que j'y réfléchissais en même temps du côté légal, la pratique et la théorie qui est en divergence. En fait, je pense qu'aujourd'hui,
Déjà, merci Lily, parce que c'est vrai qu'il reste encore des choses aujourd'hui et du coup, tu as apporté une nuance au discours que je tenais tout à l'heure. Mais ça m'a permis d'y réfléchir aussi. En fait, ce qui est malheureux encore aujourd'hui, c'est qu'on continue de se battre en pratique pour des choses qui ont été votées légalement, beaucoup plus... Ce que j'appelais les victoires de papier. Voilà, exactement. En fait, par exemple, là, sous les yeux, j'ai la loi de 2006 visant à supprimer les écarts salariaux, alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, en 2021, donc 15 ans après, on a encore 14% d'écart entre les femmes et les hommes. Et donc, oui, en effet, il reste encore des choses à faire légalement, mais ce qui reste sur la pratique, en fait, c'est de faire appliquer ce qui a déjà été voté il y a plusieurs années. Alors, avant de... La question que je souhaitais poser pour clore, avant que nous passions d'une part aux réactions des internautes, et ensuite nous avons été rejoints par Marie-Claude Farcy, conseillère départementale, et de lui demander de faire la conclusion après des échanges des internautes. Enfin, on ne va pas échanger directement, mais les questions vont être retransmises par Hugues et Nathalie. La question que j'avais envie de poser, peut-être tour de table, ou qui veut répondre, c'est justement ces points d'évolution, où est-ce que vous les situez? Où est-ce que vous voyez les enjeux principaux? Dans le propos de Nadège, il semble que l'éducation en est un évident, et c'est vrai que quand on est au 4e jour des rencontres pour l'égalité, quels que soient les domaines d'inégalité sur lesquels on s'attarde, on en arrive quand même assez souvent à la fin à la conclusion que de toute façon c'est par l'éducation qu'on arrivera à s'en sortir, effectivement. Donc je pense que c'est, sans vouloir détourner vos propos, c'est ce que j'ai retenu de votre présentation, de votre explication. On voit bien que dans le domaine professionnel du travail, notamment de l'égalité des salaires, mais est-ce que c'est simplement l'égalité des salaires ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors peut-être le regard de Charlotte, qui est impliquée dans le monde professionnel, ou sauf si elle n'a pas envie, bien entendu, il n'y a pas de question pour vous mettre en difficulté. Où est-ce que vous situez les enjeux là, où est-ce qu'il faut aller pour ça? Alors je salue Marie-Claude, et on va juste donner après le temps aux internautes de... Voilà. Oui, c'est vrai que l'égalité des salaires, on n'en a pas du tout parlé depuis tout à l'heure, mais c'est un très gros sujet aussi. Pour être honnête sur l'application, donc je le répète, hein, mais on est avant tout une application de découverte des métiers et on n'est pas essentiellement là non plus pour l'égalité homme-femme dessus. Mais c'est vrai que les salaires, en fait, déjà, ce sont des données très dures à récupérer de sources officielles, etc. Vraiment, c'est très très compliqué. Mais ce qui est certain, c'est qu'en pratique, quand on parle avec des ambassadrices métiers, très souvent, la question du salaire leur pose problème, au sens où elles disent non mais là, les chiffres officiels, moi je ne m'y retrouve pas trop, il y a un petit problème par là. Donc ouais, à ce sujet-là, il y a de très gros progrès à faire. Donc oui, l'égalité des salaires. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres sujets. D'accord, Lily? Moi, je pense que je ne vais pas apporter beaucoup de diversité parce que moi, je vous rejoignais complètement au sujet de l'éducation. C'est un sujet qui m'est très cher et c'est vrai que nous, pour le coup, à Isaël, on a vraiment tout axé là-dessus. Pour nous, c'est vraiment sensibiliser les jeunes, aller les rencontrer, aller les voir parce que c'est eux qui vont construire le monde d'après, c'est eux qui vont le vivre, tout ça, parce que nous, on y est plus ou moins déjà, mais c'est vrai que c'est en regardant ceux d'après qu'on va pouvoir changer. C'est extrêmement difficile d'aller voir un adulte déjà construit pour essayer d'aller le faire changer d'avis, absolument. C'est très... très agressif déjà, ça peut être perçu très violemment et puis surtout, je ne suis pas sûre que ce soit très productif. Donc c'est vraiment les générations d'après pour moi qui sont importantes et après, encore une fois, en parler finalement déjà c'est assez majeur parce que je suis assez convaincue qu'il y a assez peu de fervents opposants à l'égalité homme-femme dans le sens de l'agressivité. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont assez neutres et aussi qui ne sont pas informés, qui ont justement intégré tous ces stéréotypes-là. Et je pense que la majeure partie, c'est des gens qui se sont jamais vraiment posé la question et qui, en le sachant, en fait, se rendraient compte de certaines choses qui sont problématiques et qui, du coup, sans être actifs, sans être militants, sans aller manifester tous les jeudis, seraient capables
de changer à petite échelle, de se rendre compte que effectivement, peut-être qu'on ne va pas forcer sa fille à jouer à la Barbie si clairement elle n'en a pas envie. Je pense que ça passe par des toutes petites choses comme ça, mais plus on va en parler et plus on va réorienter le curseur de la normalité vers justement quelque chose de plus inclusif, de plus équitable. Et je pense vraiment, pour moi, c'est ça, c'est en parler et éduquer. Alors peut-être que le mot, c'est celui, effectivement, le terme d'inclusivité que vous venez d'évoquer. Pardon, c'est vrai que moi, ce qui m'avait frappé, quand on s'est rencontrés la première fois, je crois que je vous l'avais dit, enfin, c'est vrai que vous, c'est politique intégrée dans tous vos projets. Alors peut-être qu'il est temps de se tourner vers Hugues et Nathalie pour leur demander quelles sont les réactions et les questions des internautes. On va essayer de faire un échange, le temps que Hugues puisse brancher son micro. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des réactions déjà ? Beaucoup de réactions, difficiles de pouvoir synthétiser tellement il y en a. On a des réactions de Geneviève et de Catherine qui regrettent l'absence de jeunes hommes sur le plateau, qui auraient pu apporter un regard différent. Mais je suis là. Mais Mila, jeunes hommes, Jean-Luc, mais Mila se réjouit de la présence de femmes et formule des espoirs pour le plateau de demain. Gisèle, plus précisément, s'adresse à vous, Jean-Luc. N'était-ce pas l'occasion pour l'animateur de céder le micro à la collaboratrice qui doit certainement se cacher derrière vous? Oswald qui pose une question d'actualité. C'est la grève des intermittents du spectacle aujourd'hui. Le monde de la culture a été particulièrement touché et il pose la question du rapport homme-femme dans le milieu artistique. Enfin, Cédric pose une question à Charlotte. En tant que youtubeuse, a-t-elle déjà reçu des commentaires sexistes sur sa chaîne et comment a-t-elle réagi? Marie-France, je continue, dit qu'il faut d'abord percuter l'illusion de l'égalité, sinon les gens pensent « Mais qu'est-ce qu'elle me dit? Ce n'est pas la France, c'est pas ici. » Un pays où pourtant 250 femmes seraient victimes de viol chaque jour. Alors plutôt que de répondre question par question, je vous propose de réagir peut-être de manière globale. Je vais simplement répondre à, je ne sais plus si c'est Colette ou Geneviève, puisque en fait je n'ai pas de collaboratrice. Mon collaborateur s'appelle Hugues et c'est lui qui vient de retransmettre les questions. Voilà, nous sommes des garçons dans l'équipe. C'était pas un choix délibéré, mais c'est comme ça. Vous justifiez pas, vous justifiez pas. Hein. Voilà, donc comment est-ce que vous réagissez à cette série de questions ou de réactions Moi, j'ai juste sur la question par rapport au fait qu'il n'y a pas d'hommes dans la discussion ce soir. Avec mon associé. De jeunes hommes, du coup. Mon associé a 28 ans, je pense qu'on peut le considérer comme jeune quand même. Et on en a discuté et il m'a dit mais du coup, il n'y a que des femmes qui participent. Je dis, ben ouais. Et on s'est fait la réflexion, ouais, c'est vrai, c'est dommage, il aurait pu aussi venir et donner son point de vue. Parce que lui, il est aussi observateur de nous deux dans l'entrepreneuriat, mais moi aussi, femme entrepreneur dans ce milieu-là. Et il n'a jamais été choqué par un quelconque comportement ou quoi. Et aussi par rapport au biais des métiers de l'application. Donc c'est vrai qu'on a tendance à faire avoir des débats comme ça sur le féminisme, etc., exclusivement entre femmes. Et pourtant, on l'a dit au début, on l'a abordé, c'est un sujet qu'il faut avoir entre hommes et femmes et les inclure dans ces questions-là. Donc bon, c'est dommage, mais... Alors sur ce point, c'est pas forcément une volonté délibérée et oui, sur le conseil départemental, on ne fait jamais du one-shot, donc c'est pas le premier débat que l'on fait sur ce sujet-là, et c'est pas le dernier non plus. Donc rendez-vous prochainement avec un plateau plus mixte, on va dire. Fanny, vous vouliez réagir également ? Oui, simplement j'étais assez d'accord avec ce que disait Charlotte. Justement, on s'est fait la réflexion juste avant de monter sur le plateau tout à l'heure. Alors je suis assez mitigée parce que dans un sens, je trouve que c'est intéressant aussi de laisser la parole aux femmes pour parler de cette question, puisque ce sont les principales concernées par les discriminations. Et voilà. Mais par contre, c'est vrai que ça aurait été aussi tout à fait pertinent d'avoir le point de vue d'hommes, qui soient engagés ou non, mais sur cette question de l'égalité, comment est-ce qu'eux, ils le ressentent, puisque c'est deux points de vue différents qui méritent d'être abordés, puisqu'on est tous concernés par cette question. Il faut arrêter de croire que c'est une question qui est uniquement féminine. Voilà,
on est tous concernés par ça et l'égalité, elle doit être générale et non genrée. Ok, alors moi je vais répondre à la question qu'on m'a posée. Est-ce que j'ai eu des commentaires sexistes? Alors je sais pas si... Oui, parce qu'on m'a quand même... On critique beaucoup le physique quand on est une femme. Ce qui est un peu dommage. Ou la voix. Oh, ta voix elle est marrante, et il y a des gens qui répondent, bah c'est une voix de fille, quoi. Ça m'a fait rire, j'ai fait, ah il a bien répondu. Mais moi j'en rigole, en fait. Parce que je sais que sur Internet, bah, les gens ils vont juste chercher à t'énerver et à chercher une réaction de ta part que tu ne dois pas avoir, parce qu'ils ne le méritent pas. Et j'ai posé justement la question à un collègue youtubeur, et je lui ai demandé si à lui aussi on lui faisait des remarques sur son physique, et on lui a dit oui. Lui aussi, il a été critiqué sur son physique. Du coup, je pense que c'est plus sur YouTube, c'est vraiment la haine globale des gens qui s'ennuient, quoi. Donc il faut passer par-dessus. Mais on m'a jamais dit de retourner dans ma cuisine, et de toute façon, j'en ai pas. Donc, D'accord. Alors sur ces propos de Charlotte et Toc, Hugues, peut-être une seconde série de réactions ou de questions. Alors d'autres questions qui sont plutôt dans le milieu professionnel, avec des témoignages très différents entre les grandes entreprises où les choses évoluent peut-être plus facilement et où il y a même des entreprises, notamment dans le milieu artistique, on parle de Canal+, où ce sont les femmes qui sont plus rémunérés que les hommes. Donc des avis très divergents sur le milieu de la culture. Des gens répondent finalement à l'interpellation d'Oswald. Également beaucoup d'interventions qui disent est-ce que la question est simplement d'agir sur les mentalités, ou les questions sont plus structurelles, où il faudrait que l'éducation nationale fasse davantage d'efforts et de sensibilisation et parle davantage de ces questions-là, et également évidemment dans la police, dans la justice et dans les administrations. Est-ce qu'il ne faut pas aller faire des changements qui soient plus structurels dans l'organisation étatique française et de la société en général? Merci Hugues. Donc, je vous propose le même type de plutôt réagir sur l'ensemble comme vous le souhaitez, que de les prendre une à une. Effectivement, cette question des freins structurels que j'évoquais tout à l'heure, elle semble quand même importante, intéressante. Alors, qui veut réagir sur celle-ci ou sur une autre? Je peux y aller si je prends la parole à personne. Moi, j'aimerais réagir sur l'aspect, disons, global, institutionnel en fait de la lutte. Il paraît évident que moi, si on me demandait, ce serait disons global, quoi. Toute classe de collège ou de lycée aurait une intervention ou posséderait une application comme la tienne, ou vraiment serait sensibilisé à ça, il serait sensibilisé au corps humain, il serait sensibilisé à la question des violences sexistes, on pourrait faire pareil dans la police, et évidemment que dans un monde idéal, ça serait intégré partout. Mais déjà, il y a la question des moyens. Je pense notamment à l'éducation nationale, qu'on prive progressivement des moyens. Et puis, disons que pour l'instant, on fait avec, et ce sont les associations comme la nôtre ou les petites startups qui vont proposer des solutions, qui prennent le relais, en fait. Parce que je pense que faire évoluer tout un État, ça prend du temps, et on le voit, et on n'arrête pas de nous promettre que ça arrivera, mais peut-être ça fait 50 ans qu'on nous promet que ça va finir par arriver. Et faute de mieux, disons que ce sont les associations qui doivent prendre le relais, et pour l'instant, c'est ce qui se passe. Et c'est pas idéal. Moi, je préférerais que ce soit institutionnel, que ce soit le rôle de l'État d'assurer l'égalité parfaite, puisque sur le papier, c'est son rôle, mais faute de mieux, prend le relais. Je sais pas si... Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense que, bien entendu, l'éducation nationale doit prendre en charge ce type d'intervention, mais pour ce faire, il faudrait aussi que les enseignants et les enseignantes soient formés à ces questions-là. Alors même si c'est abordé, je dis pas le contraire, mais à mon sens, ça ne l'est pas suffisamment. J'ai travaillé dans les INSPE, c'est abordé, mais de manière très sporadique. Je suis enseignante-chercheuse à l'université de Toulouse 2. Alors on aborde les questions de genre, certes, mais c'est pas...
c'est timide, je dirais. C'est timide, c'est-à-dire que c'est pas optionnel quand même pas, mais je pense que si on veut véritablement faire changer les choses et proposer ce type d'intervention dans les établissements scolaires ou autres, il faut former du coup les acteurs éducatifs et les actrices éducatives. Ça, pour moi, ça passe par là, quoi. C'est indispensable. Pour rebondir à cet aspect-là, auprès des jeunes, pour tout ce qui est mentalité culturelle, etc., alors en effet, ça peut passer par l'école, mais quand même, il ne faut pas oublier que ce qui vient de la part du professeur ou des directeurs d'école, etc., ce n'est pas les paroles qui sont les plus écoutées par les jeunes. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a, par exemple sur Netflix, on a de plus en plus de séries qui abordent tous les stéréotypes et qui essaient de démonter les choses petit à petit au fil des épisodes et tout, et qui sont justement faits pour les adolescents. Donc il y a plein de choses mises en place par différents acteurs pour essayer de faire bouger les mentalités très tôt. Et aussi pour rebondir sur le côté, comment dire, les grosses organisations qu'on a en place aujourd'hui, notamment l'éducation nationale. Alors en effet, ils ont des progrès à faire, mais ils en sont totalement conscients. Du coup, encore une fois, par retour d'expérience, nous, il y a 1 an et demi, on a répondu à un appel à projet qui était piloté par le ministère de l'Éducation et celui de l'enseignement supérieur, qui était intitulé MOOC et solutions numériques pour l'orientation vers les études sup. Donc, ça montre bien qu'ils ont conscience que leurs outils mis en place sont bien, mais qu'il manque encore de nouveautés. Et donc, c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'être accompagnés par eux sur un programme de 2 ans. Donc, comme quoi, ils ont conscience qu'ils ont des progrès à faire, et en même temps, ils tendent des perches aux associations, aux startups comme nous, pour mettre de nouvelles solutions en place. Et notamment, je pense aussi parce qu'on est plus agile qu'eux aujourd'hui, parce que c'est une énorme structure. Nous, voilà, à 2, il y a 1 an et demi, on commençait déjà à faire bouger les choses. On s'est pointé devant eux, on a répondu à cet appel à projet, on a été devant un comité de pilotage où on leur a expliqué ça. Puis 1 an et demi après, on est 6, une équipe de 6 personnes à travailler dessus grâce à leur accompagnement. Donc voilà, mine de rien, ils en ont conscience et ils mettent les actions qu'ils peuvent en place petit à petit, quoi. Alors merci. Avant de céder la parole à Marie-Claude, Pauline voulait intervenir et compléter. Oui, c'est ça. Je voulais juste rebondir sur ce que Charlotte vient de dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux dispositifs. Par exemple, l'exemple de Netflix, c'est vrai que c'est très bien, les séries, etc. Ce que je trouve quand même important de relever par rapport à ça, c'est juste que le problème de ce genre de séries, qui sont vraiment très positives et que j'approuve, c'est que c'est souvent des personnes volontaires et qui sont déjà un petit peu informées sur le sujet, qui vont les regarder. Et l'objectif et l'avantage de le faire par l'éducation, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée, c'est que même si c'est obligatoire et que parfois les élèves, les étudiants ont tendance à ne pas vouloir écouter les autorités qui leur sont... qui sont dans ces établissements, au moins ils y sont tous informés, là où pour une série, si ça ne les intéresse pas ou s'ils n'en entendent pas parler ou qu'ils n'y croient pas, ils ne vont pas essayer de se renseigner et ça ne va pas leur apporter cette connaissance un petit peu de la situation. Ouais, juste... pardon, non, c'est juste par rapport aux profs. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir de sensibiliser à énormément de sujets. Il y a l'orientation, il y a l'égalité homme-femme, il y a tellement de choses. Les pauvres, plus ça va, moins ils peuvent assumer tout ça. Mais en effet, après, chacun à leur échelle peut essayer de sensibiliser dans leur classe. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à la surcharge au niveau des profs, notamment l'orientation. Ça fait pas très longtemps que c'est à eux de s'en occuper dans chacune de leurs classes principales. Donc, il y a peut-être d'autres moyens encore à mettre en place pour sensibiliser. Oui, vas-y, je te laisse la parole. Merci. Alors moi, j'avais beaucoup de choses à dire. J'étais totalement d'accord avec le propos de Lily et je trouve qu'en fait, après, ils se sont tous plus ou moins rejoints. Je pense que l'idée de la collaboration entre l'État, les institutions, les associations, les startups, elle est essentielle parce que c'est pas une solution unique qui va nous sauver et nous aider à avancer. Et au-delà en fait de ça, c'est pas forcément que les profs sensibilisent à l'égalité femmes-hommes, etc. Mais c'est clairement de l'intégrer en fait l'histoire du féminisme, puisque c'est à part entière dans l'histoire l'égalité femmes-hommes, comment elle a évolué, comment elle est née, comment elle a évolué, comment elle a progressé.
si c'est simplement abordé sous la forme d'une frise, comme nous on a fait sur le projet 25% ou quoi que ce soit, je pense que c'est des choses qui sont totalement faisables. Et en plus, ça permet de l'aborder avec un point de vue, on va dire, objectif, de dire c'est un fait historique, l'égalité femmes-hommes. Et voilà, donc ce serait une manière de l'aborder. Et pour après, ceux qui veulent aller plus loin, justement, passer par des plateformes comme Netflix où des documentaires sont proposés. Et justement, Pauline, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. Ça, c'est une grande limite des contenus en ligne et proposés, on va dire, extrascolairement. C'est qu'en fait, ça dépend de la volonté individuelle, et du coup il faut déjà qu'il y ait une certaine sensibilisation ou une appétence, une curiosité du moins à aller se renseigner vers ce genre de sujet. Et c'est nous le problème un peu qu'on avait rencontré avec 25% sur les jeux de piste. C'est qu'en fait, oui, on propose un jeu de piste, on propose un livret même qui traite de l'égalité femmes-hommes, mais pour autant, faut-il encore qu'il y ait des gens qui veulent y participer et qui se sentent intéressés. Mais en fait, c'est pour ça qu'on a décidé de passer par les lycées, justement, et de faire un partenariat avec un lycée et de l'intégrer dans un cadre scolaire avec des classes entières qui seraient pas forcément volontaires, mais le prof obligerait en quelque sorte à un moment de passer par cette activité, ce qui permettrait d'ouvrir le champ des possibles à un maximum de personnes. Et c'était l'intérêt de base du projet 25%. Alors, je vais faire à peu près la même chose que hier soir, à peu près à la même heure. Je veux dire qu'on va tous, dès que ce sera terminé, sortir nos agendas et reposer un rendez-vous, en invitant un peu plus de garçons cette fois, parce que voilà, on pourrait continuer très longuement, il va falloir qu'on trouve une fin. Donc la question de la parité est totale pour les conseillers départementaux, puisque Vincent Gibert a ouvert cette soirée, et Marie-Claude Farcy, conseillère départementale qui porte la question d'égalité femmes-hommes au conseil départemental de Haute-Garonne, nous a rejoint, et je vais lui laisser la parole. Pour les conclusions. Pour la conclusion. Merci Marie-Claude. Merci Jean-Luc. Alors, je suis ravie d'être avec vous ce soir, parce que c'est la 3e édition, ça a été dit, pour votre présence, parce que cette édition-là est importante en effet. L'égalité femmes-hommes au conseil départemental, comme l'a souligné Jean-Luc, ce n'est pas un hasard. Et si vous êtes là, vous êtes un symbole aussi de ce que représente l'égalité femmes-hommes pour nous aussi au conseil départemental. Donc je vous remercie de votre présence pour commencer, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Je vous remercie de votre présence parce que c'était très intéressant. J'ai attentivement écouté, je pense qu'on continuera d'échanger dès qu'on pourra. Tout comme pour vous, parce que j'ai découvert que vous travaillez à l'université Jean Jaurès depuis peu, donc Nadège Tonayo, et nous allons devoir échanger certainement, puisque c'est aussi mon établissement. Voilà. Mais au-delà de cela, j'aimerais quand même, parce que ça a été abordé dans les petits échanges, je voudrais, puisqu'on a parlé de parité et d'égalité femmes-hommes, souligner toutes les équipes pour clôturer justement cette session, où la parité est totalement respectée. Il n'y a pas que chez les élus. Les élus, c'est la loi qui fait que les femmes et les hommes sont élus en binôme. Mais pour ce qui concerne les projets concernant l'égalité, je vous assure que les femmes sont totalement présentes et totalement engagées et totalement en responsabilité, qu'il s'agisse de la chef du pôle événementiel, de l'égalité femmes-hommes, de la jeunesse, enfin chef de projet, elles sont là et ils sont là aussi. On ne calcule pas de cette façon-là au conseil départemental. L'égalité, c'est un engagement depuis le début. Voilà. Et voilà le pourquoi de ces éditions, de cette 3e édition. Voilà le pourquoi de nos échanges. Évidemment, les hommes sont toujours les bienvenus. Il n'y a aucune raison pour qu'on n'échange pas. Mais de temps en temps, qu'il y ait des femmes qui se posent des questions et qui essayent d'y répondre, à partir du moment où quelques questions sont posées, c'est qu'on n'a pas encore trouvé les réponses, mesdames et mesdemoiselles. Donc je pense que toutes les questions en se disant « mais comment se fait-il que ?» Mais ça veut dire que le problème n'est pas tout à fait résolu. Voilà, ça c'est mon engagement personnel et je me permets de vous le faire savoir parce que ce qui m'impressionne aussi en vous, c'est... Alors vous pouvez vous moquer de moi, hein, mais c'est aussi la jeunesse. Parce que je me suis rendu compte qu'au même âge, eh bien, je n'avais pas la même façon d'être engagée.
Moi, j'étais une militante, en effet, une militante qui assumait mon rôle de militante, et donc je ne veux pas dire vieille militante, il ne faut pas exagérer non plus, mais une ancienne activiste militante et féministe. Et moi, ce terme de féministe, je le trouve beau. Je le trouve très beau parce qu'il est vite fait, vite on le contredit, on dit ça ne va pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ce matin à la radio, j'écoutais très ancienne émission, c'était Benoît de Groult, qui parlait de sa fille, donc il y a 30 ans, vous voyez, qui parlait de sa fille, et sa fille lui disait « Oh, moi, ce terme de féministe, je ne le supporte pas. Moi, c'est la liberté, moi, c'est... » Eh bien, voyez, de génération en génération, il y a des termes comme cela que l'on rejette. Pourquoi? Moi, écoutez, il va falloir que vous m'expliquiez pourquoi, ou que l'on s'explique pourquoi certaines expressions ne sont pas encore tout à fait intégrées. Moi, je pense que l'égalité femmes-hommes, ça se fait de génération en génération. Vous êtes l'avenir. Et de génération en génération, il y a des femmes avant nous, il y a des filles, il y a des mères, il y a nos familles qui se sont battues sans réaliser, sans la prise de conscience, parce que le féminisme, c'est une prise de conscience. C'est à un moment donné, on fait quelque chose et on s'aperçoit qu'on nous arrête parce qu'on nous dit « oui, mais quand même, comme tu es une femme ». Eh bien, il y a des femmes avant nous qui se sont battues pour pouvoir voter. Il y a des femmes avant nous qui se sont battues pour pouvoir utiliser des chèques et avoir le droit d'utiliser et de payer avec des chèques sans l'autorisation de leur mari. Ne parlons pas de concubins, ça n'existait pas, c'était pas possible, bon, sans doute. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des femmes et des hommes, certes, qui se sont battus pour pouvoir avorter sans mourir. Je fais très vite. Il y a des femmes qui se battent maintenant pour la PMA. Donc les combats se font, se portent, parfois tranquillement, parfois violemment, parfois très activement, de façon féministe ou comme vous voulez, mais les combats se portent de génération en génération. Nous sommes des pionnières et nous ne le savions pas. C'est-à-dire que c'est après que nous nous rendons compte que, en fait, ce combat que nous sommes en train de mener, eh bien, peut-être, en tout cas mes enfants, mais peut-être plus tard les vôtres, si vous avez envie d'en avoir, vous diront « Maman, je ne savais pas ». Ou tu sais, je ne savais pas qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de se faire avorter. Je ne savais pas qu'on n'avait pas... Enfin voilà, donc c'est ce message, c'est ce chemin que nous bâtissons. Et vous, vous êtes l'avenir, comme je vous le dis. Vous êtes l'avenir parce qu'il y a des enseignants-chercheurs, des enseignantes-chercheurs qui nous éclairent parfois sur certains aspects, c'est vrai. Et puis il y a vous, comme nous au conseil départemental, qui essayons justement d'éclairer, de porter, de nous engager aussi, mais pas que pour nous. Nous avons des convictions, mais il ne suffit pas de les partager entre soi. De temps en temps, c'est bien de s'afficher entre soi, je suis d'accord. Je ne vais pas me contredire. Hein. Mais par contre, d'essayer de sensibiliser, d'éclairer, et de dire à certaines, mais habille-toi comme tu veux, quelle importance. Tu veux faire ce métier, pourquoi tu n'essaierais pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un chemin. C'est-à-dire qu'on ne naît pas en se disant, tiens, plus tard je serai féministe. Ben non. On se dit, mais je veux arriver à faire ça. Ou je ne veux plus ça. Je refuse ça. Et ça commence de façon très simple. Ça commence dans la famille. Vous avez beaucoup parlé des métiers et des professions. Ça commence dans la façon de régler comment le rôle de la mère et le rôle du père et le rôle des enfants, s'ils sont garçons, filles, ou s'ils refusent genre, ou s'ils refusent d'être fille ou garçon. Et ça continue ensuite avec les études. Vous avez raison, vous en avez beaucoup parlé. Mais il n'y a pas que les profs qui peuvent vous enseigner. Vous pouvez enseigner aux enseignants aussi. Vous pouvez leur apprendre quelque chose. De la même façon que les enfants enseignent à leurs parents des fois des choses qu'ils ont envie de vivre, parce que les parents ne l'ont pas encore vécu. C'est une transmission dans tous les sens et à tous les niveaux. De la même façon que quand vous irez au travail, vous allez certes apprendre quelque chose, mais vous allez certainement essayer d'inculquer quelque chose en tant que femme sur ce que vous avez envie de faire. Vous comprenez ce que je veux? Voilà. Pour moi, le chemin est après l'âge, la vieillesse. Là, c'est bien, je n'arrête pas de dire que vous êtes l'avenir, mais l'avenir, c'est aussi avec nos anciens et nos anciennes. Et je pense que la considération que nous devons avoir pour toutes les générations, de la plus petite enfance jusqu'au plus âgé, est une grande importance. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui, ce soir, un peu plus âgées que moi, vous voyez, je me moque de moi-même, pourront écouter justement ce que nous disons. Ce que je souhaite juste, c'est que
pour cette 3e édition, tout ce que nous avons partagé, que nous allons continuer de partager, nous allons le transmettre à d'autres. Voilà, c'est ça le combat. Le combat, ce n'est pas la guerre tous les jours. De temps en temps, c'est la guerre, mais pas tous les jours. Et de temps en temps, c'est avec les hommes, c'est vrai. Mais pouvoir transmettre à d'autres personnes que nous-mêmes, pour expliquer tranquillement que ce chemin-là, nous avons décidé de le bâtir pour pouvoir continuer pour la suite, voilà, c'est important. Et tant que ça sera important, tant que nous aurons des questions à nous poser, eh bien, nous continuerons, par exemple, d'organiser comme aujourd'hui les rencontres pour l'égalité, parce qu'elles sont nécessaires. Sinon, elles n'auraient pas lieu d'être aujourd'hui. C'est pour ça que je vous remercie encore, et j'espère bien que nous aurons l'occasion de continuer et de combattre ensemble. Voilà, merci pour tout. Alors, merci Marie-Claude pour cette conclusion de nos échanges. Avant de vous remercier à mon tour, je voudrais apporter plusieurs précisions. D'une part, cette soirée se complète par une exposition virtuelle, donc les internautes pourront retrouver sur le site du département, cd31.net. Donc une exposition virtuelle qui a été réalisée par les collégiens de Blagnac, les élèves de 3e, dans le cadre du parcours laïque et citoyen que Vincent Gibert a évoqué tout à l'heure dans sa présentation, sous la direction de l'association Voyager en images. C'est un livre, un roman photo sur la question de l'égalité filles-garçons, mais avec le regard des collégiens. On était sur les thématiques les jeunes bougent l'égalité, les encore plus jeunes aussi, donc c'est intéressant d'avoir ce regard. Donc je voudrais également remercier bien entendu, et comme à chaque fois, notre équipe technique. Je voudrais remercier les interprètes langue des signes qui, depuis le début de ces échanges doubles, voilà, je voudrais remercier bien sûr Iggy Nathalie sur leur suivi du chat, des questions et leur retransmission. Cette soirée n'aurait pas eu lieu sans la mission égalité du conseil départemental. On est assez nombreux à travailler sur un ensemble de problématiques. Donc avec notre chef de projet égalité femmes-hommes, Marie-Laure Boufil, également avec, je les ai cités tout à l'heure, nos collègues Isabelle Martinez et Maxime Kessal de la mission jeunesse, bien entendu. Voilà, qui sont là, et l'équipe des chemins de la République, donc Hugues et Mourad, merci à vous. Donc Charlotte, Héloïse, Fanny, Charlotte, Sophia, Lily, Nadège, et bien sûr Pauline. J'espère que vous avez, Pauline, pu passer malgré tout une bonne soirée. C'est un petit peu difficile, je suppose, d'être isolé. Je vous propose, voilà, on s'appellera tout à l'heure pour peut-être échanger, puisque voilà, ça sera plus facile. Avant de conclure définitivement, je voudrais signaler aux internautes qui auraient pris cette soirée en marche que dès que le live va terminer, restez en ligne si vous n'avez pas pu voir les présentations des différents projets. Wilby, 25%, Quelle Belle, le clip de Sophia, ils vont être retransmis dès que le live est terminé. Donc pour ceux qui ont envie ou de les revoir, bien entendu, et qui les auraient ratés, qui auraient pris en marche, nous les rediffusons juste après nous être séparés. Donc merci infiniment à vous toutes d'être venues. Voilà, merci Marie-Claude pour cette conclusion. Et à très vite, je vous donne rendez-vous demain, même heure, 18h, sur ce même plateau, où nous recevrons François Dubé, ainsi que donc le sociologue, bien entendu, bien connu, ainsi que Sarah Barrière de l'association Action pour vaincre l'exclusion des citoyens, et Yamina Abda ici de l'association Isara Attitude, pour une soirée que nous consacrons à la thématique le Covid, accélérateur des inégalités. Il nous semblait quand même primordial de conclure cette semaine de rencontres sur cette thématique-là. Et rendez-vous à tous samedi 14h-18h sur Radio Occitania 98.13 pour une après-midi 4 heures d'émission consacrée à la lutte contre les discriminations. À bientôt, au revoir.